émission 878. Cette semaine, Batman Santa Claus Silent Night. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, l'émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble. Oh, quelle belle voix. Ben non, merci au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont bien beurrés. J'ai la ref. Je voulais prendre l'instant. Il est aussi croquant, conctueux d'Opération Bioche. Guillaume Saint-Cyr est avec nous. Salut, Guillaume. Croquant, c'est un mot qu'on ne m'avait pas qualifié de croquant depuis très longtemps. Depuis longtemps? Depuis Oui. quelques nuits? Je sais pas. Passe. Ouais, ok, c'est bon. Ben, merci, Guillaume, d'avoir accepté d'être avec nous. L'équipe est en petite pause, le temps qu'on se prépare pour notre spécial de Noël, j'allais dire Halloween. Grosses affaires qui s'en viennent pour les mystérieux. Là. Oh, ouais, c'est le spécial de fin d'année, là. C'est un classique. C'est le fun. Mais tu sais, c'est une grosse fin d'année. On en parlait avant qu'on ouvre les micros, mais on est tous bien occupés. Fait que merci d'être là. Moi, j'ai le spécial, mais j'ai aussi le sapin les boules qui s'en vient. J'ai la famille, j'ai toutes les attentes. Fait que les gens sont en pause pour quelques semaines. Et là, la semaine prochaine, d'ailleurs, Mathieu Niquette de Décideret sera avec moi. Oh, je l'ai. Il est un peu gossant. Oh, mais ouais. on va parler d'une BD à son image, Deviant de James Tynion IV. C'est pas juste bald. Non. Donc, déviant. Mais c'est un récit de Noël. Je vous rassure, c'est une BD à thématique de Noël. Mais la semaine prochaine, c'est avec Niquette que je fais ça. Mais là, c'est avec toi, Guillaume. Oui. Qu'est-ce que ça fait de bon depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Ça fait un petit bout. Ça fait longtemps, Ouais. mon Dieu. Je suis... Présentement, je suis un cours à l'École nationale de l'humour en scénarisation. Ouais, t'es retourné. Oui, sous forme de POG à l'école. C'est ça que t'as dit quand t'es rentré dans la classe? Oui, c'est exactement. Salut, je c'est suis moi, de retour sous forme de POG. Mais tout le monde qui avait 27 ans n'a pas compris les références. Il n'y a pas beaucoup de monde en bas de 30 ans dans mon programme. C'est ça, hein. Ça, c'est très le fun. Non, c'est ça. C'est un programme assez exigeant où est-ce qu'on doit créer 2 concepts de série télé / film hybride, en tout cas, peu importe. Là. Puis on pousse, on crée, on développe ces projets-là tout au long de la session. Ces 2 projets-là tout au long de la session. Puis là, cette semaine, en fait, jeudi prochain, on les pitch devant nos professeurs principaux et une productrice qui vont un peu nous enligner sur quel projet on devrait prendre pour développer uniquement la prochaine session. OK. Moi, j'ai soit une série télé, soit un film. Je sais déjà à peu près qu'est-ce que je vais choisir entre les deux, mais c'est... Ultimement, c'est toi qui choisis. Oui. Puis l'objectif, c'est vraiment de le présenter au final? C'est de le présenter devant des producteurs, des productrices du Québec. Puis d'avoir au moins, si on choisit une série télé, c'est d'avoir le premier épisode complet d'écrit. Si on prend un film, c'est d'avoir le premier acte au complet d'écrit. Oh. Fait que, tu sais, mais faut quand même réfléchir à nos personnages. Je savais pas que t'avais écrit de la télé. Je sais que t'avais écrit pour comment c'est quoi pour la radio la semaine prochaine. La semaine prochaine, mais aussi l'émission de fin d'année là, des pile poil, t'avais aidé là-dessus. Oui, Scram aussi. T'avais-tu déjà écrit pour la télé? Un peu, tu sais, des petites émissions, mais tu sais, j'ai jamais écrit de fiction en télé. OK. Fait que ça, c'est comme une première pour moi. C'est une référence en livre à nous suggérer? Genre Genre un manuscrit? Pour écrire pour la vous voulez télé, devenir, pour écrire pour la télévision, ben ça dépend, tu sais, il y a les livres de scénarisation classiques là, Sitfield et compagnie, ça change pas hein, finalement. Non, ça change pas, tu sais, ça reste des grands principes. Puis après ça, c'est ce que t'en fais, c'est selon tes propres sensibilités. Puis moi, il y a même un truc que je me suis donné, j'en ai lu des livres sur la scénarisation, puis j'ai jamais lu personne d'autre avoir cette réflexion-là, mais puis je le donne aux gens qui voudraient devenir scénaristes. Prenez-le. Non, prenez-le en note, pour vrai. C'est de réfléchir à comment un personnage... Parce que ultimement, dans une série, c'est des personnages qui sont en interaction les uns avec les autres, et une chose que l'humain cherche constamment, c'est à être aimé. Puis on a toute une façon différente. Parle-moi-en aussi. Mais on a toute une façon différente de vouloir se faire aimer. Fait que là, je prends l'exemple Michael Scott. Michael Scott, pour lui, sa conception d'être aimé, c'est par l'admiration, c'est par l'humour, c'est en étant loud. Le centre de l'attention. Exactement. Puis
À l'inverse, un personnage comme Jim, sa façon de vouloir être aimé, ça va être en étant très authentique, en étant lui-même, mais il va focusser son amour sur une personne. Mm-hmm. Mais je pourrais aller vers Batman. Batman, il n'y a rien qu'il aime plus. Batman est en relation toxique avec une affaire dans la vie, c'est la ville de Gotham. Mais Gotham aime cette ville-là, mais c'est une ville qui lui a enlevé sa famille. Amouraine. C'est une relation amouraine, mais quand tu conçois Batman comme étant uniquement un personnage qui aime une ville, qui ne l'aime pas en retour, ça te donne une dimension complètement différente du personnage. Superman aime les humains. Superman est amoureux des humains. Fait que ça... T'as-tu vu cette réalisation-là après un trip de moche? Non, ça fait même très pas. Genre message que les elfes mécaniques t'ont donné après un trip de moche. Mais quelque chose, quand je conçois des personnages dans ma tête, c'est qu'est-ce qu'ils cherchent. Qu'est-ce qui est drive? Qu'est-ce qui est drive d'un point de vue... C'est pas être amoureux, mais c'est d'un point de vue relationnel, mais pour avoir de l'amour et donner de l'amour. C'est quoi leur conception de ça? C'est fou parce que tu disais, ultimement, on peut lire tous les classiques, mais on se l'approprie. Puis pour avoir étudié il y a vraiment longtemps en scénarisation, il y a souvent l'école de quand tu scénarises, tu ne scénarises pas pour faire de la réalisation. Ce que les gens sont portés à faire, ils mettent tout le temps de la réalisation dans leur écriture. Quoique tu peux la sous-entendre des fois. Tu sais, mettons un doigt ou éteindre une cigarette dans un cendrier, là, tu comprends qu'il y a un plan rapproché sur cet élément-là. Puis, mais souvent, les réals détestent ça. Ce qu'ils autres, ils veulent, c'est avoir de la liberté d'imaginer ce qu'ils peuvent faire autour. Ouais. Donc, initialement, quand les gens commencent à lire des scénarios faits dans cette école de pensée-là, ils sont un peu perturbés parce qu'il n'y a rien. Ouais. Ils ne voient pas le film qu'ils ont peut-être visionné auparavant ou qu'ils vont visionner plus tard. Il y a très peu de choses sur lesquelles ils peuvent se rattracher, mais c'est comme ça qu'on écrit. Puis au contraire, j'ai vu des gens comme, dans le temps à l'école, je ne sais même plus s'il enseigne, je ne sais même pas s'il est encore vivant, mais un professeur qui s'appelait Robert Guric. Lui, son style d'écriture était complètement différent. C'était plus proche d'un roman que d'un un scénario à proprement parler. T'sais. Ben c'est... est-ce que c'est la scénariste et réalisatrice de Substance? Je pense que c'est elle. Que j'ai écouté d'ailleurs récemment. Ah, c'est bon. Hein? Coralie Farja. Elle réalise son propre film et elle l'a écrit. Donc, elle peut faire ce qu'elle veut dans son scénario. Mais elle se mettait des photos, elle se mettait des références. Puis comme tout est rendu numérique, ben, tu sais, t'imprimes plus vraiment des scénarios. Ça faisait un genre de OneNote pour toutes ces affaires. Oui, mais tu sais, elle se mettait des hyperliens vers des chansons. Elle mettait des photos, elle mettait des extraits de bandes dessinées. C'est donc bien intéressant, ça. Des dessins qu'elle faisait sur son scénario pour faire comme... Là, ici, je veux que ça ressemble à ça. Fait elle conçoit. Fait ultimement, oui, il y a une méthode qu'on nous apprend, mais après ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Puis si ça marche pour toi, vas-y, fais-le. Je trouve que c'est une bonne technique de brainstorm, en tout cas, pour écrire. Moi, il n'y a rien qui ne fonctionne moins que de mettre devant une page blanche. Puis des fois, je vais comme jouer une toune, puis que c'est pas n'importe quel truc créatif. Je vais partir une toune, puis on dirait que je vais essayer de tirer un fil sur l'espèce de colonne vertébrale de cette œuvre-là. Puis là, tu finis par espèce de réchauffer la machine qui est ton cerveau, puis par une magie quelconque de neurones, à un moment donné, tu trouves ton flow, puis c'est en se nourrissant d'images, de sons, puis après, toi, tu crées par rapport à ça. Puis, tu sais, le processus créatif, c'est vraiment souffrant, mais ça peut être aussi très salvateur, comment je peux dire ça? Il y a quoi de presque mystique des fois. Tu comprends ce que je veux dire? L'espèce de feeling de 4 heures du matin, tu as trouvé ce que tu voulais faire, là, puis ça faisait des heures que tu cherches. Moi, je chatte avec mes personnages. Ah ouais. Je leur écris et oui, c'est moi qui écris la réponse, là, mais un moment donné, je tombe en mode où je ne sais pas ce que la personne me répond et mon personnage va me surprendre. Ah oui. Okay. Mais c'est juste un échange qu'on a entre les deux. Puis ton but, c'est-tu d'y aller le plus vite possible pour voir ce que ton personnage va te répondre ou c'est juste d'y aller... Ça peut durer 2 heures. OK. À un moment donné, je l'ai fait, ça a duré 2h30 où j'étais juste en conversation avec mon personnage. Fait que oui, il y a quelque chose d'un peu mystique, là. Tu sais, je veux dire, mon personnage, un de mes personnages m'avait sorti une théorie sur la chanson « Salut les amoureux » de Joe Dassin. Je ne peux pas penser à des théories sur « Salut les amoureux » de Joe Dassin. On dirait que tu as utilisé ChatGPT, c'est ça que tu es en train de me dire. Non, pas du tout. Puis pour ceux qui sont passionnés de scénarisation, j'ai une recommandation à vous faire. Ted Danson, l'acteur de Cheers et de The Good Place. Good Place, oui. Très bonne série, The Good Place. Il y a un podcast d'ailleurs sur le Conan Network. Oui, ben c'est là que je m'en vais. Il y a eu une discussion, c'est sorti il y a 3-4 jours avec Michael Schur,
le créateur de The Good Place, mais qui a aussi été producteur sur The Office, qui a créé Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine. Puis il y a une nouvelle série qui vient d'arriver sur Netflix, là, je me rappelle plus du titre, encore avec Ted Danson. Mais il explique comment il a pitché le concept de The Good Place à NBC. Puis c'est tough, là. Si vous avez vu The Good Place, c'est une série où on va deep dans des concepts de philosophie morale, philosophie appliquée, tout ça, puis on nomme des philosophes. C'est pas des trucs qui sont au paradis ou un truc comme ça? Ben oui, c'est après la mort, c'est des gens qui se retrouvent dans la Good Place. Donc Ted Danson joue l'architecte de la bonne place. La bonne place. C'est ça, il y a deux places. Tu vas soit dans la bonne place ou dans la mauvaise place. Puis tu veux pas t'en retrouver dans la mauvaise place. Non, tu veux t'en retrouver dans la bonne place. Ouais. Il a designé ça et il accueille une nouvelle défunte. Puis il fait le tour de cette place-là, sa maison, les quartiers, tout ça. Il y a des stands à yogourt glacé partout. Oh! Tu sais, mais c'est très paradisiaque. Tout le monde a des grosses maisons. Puis tout le monde a son âme sœur qui va l'accompagner là-dedans. Puis c'est la personne qui est faite pour toi sur Terre. Là. Fait que ça donne le goût de mourir un peu, hein, Ben? Chris, oui. Je te dirais que de ce temps-ci. Non. Si vous avez des problèmes, un 866 s'appelle. Oui, bien sûr. Mais elle, Eleanor, une fois que la porte est fermée, là, puis qu'elle est avec son âme sœur, est comme, ben, il y a eu un fuck-up d'un papier parce que j'ai le même nom que cette femme-là qui est morte, mais moi, je suis la pire humaine qui a existé de la Terre. Puis elle veut pas le dire. Ben non, puis là, il faut qu'elle cache qu'il y a eu un fuck-up. Puis l'architecte de cette place-là, il commence à y avoir des événements cosmiques qui commencent à détruire son paradis, puis il est comme, OK, mais il faut trouver la faille là-dedans. C'est super bien écrit, puis aussi au travers de tout ça, t'as de la philosophie morale. T'as dit que t'avais vu de Substance? Ouais. Moi, j'ai vraiment capoté. C'est bon. Je trouve que c'est in your face à plein de fucking niveaux, mais j'ai pas trouvé que c'était un film qui... Comment je pourrais dire ça? C'est que tu peux aller plus creux que ce que le film te dit. Exactement. Si tu peux y aller plus creux, tu peux y trouver un certain sens. Puis je pense que certaines des clés sont présentes, mais tu peux aussi le regarder au premier niveau, puis ça fonctionne tout autant. Mais tu peux dire, hey, ça va être un spectacle grotesque et rien de plus, puis c'est correct. Mais tu sais, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire cette critique-là envers... Puis, à la limite, OK, tu sais, je comprends. Mais Terminator aussi, c'était ça. Oui, absolument. Puis, quand les gens... j'ai pas vu... oui, ben Terminator 1 et 2. Robocop, c'est la même affaire. Ouais. Mais, tu sais, c'est... Une fois que les gens l'ont compris, ils ont fait « Ah, c'est brillant, mais là, pourquoi The Substance... » ce serait ridicule que ce soit in your face, alors que ces autres concepts-là sont très in your face. Robocop, ce n'est que ça, du in your fucking face. Oui, c'est ça. Mais on voit 30 ans, 35 ans plus tard à quel point c'était brillant comme écriture, brillant comme univers, brillant comme mise en scène. Il y a beaucoup de critiques contre The Substance. Ben, j'en ai vu, tu sais, des gens qui sont comme « Ah, c'est trop évident, tu sais, justement, ça manque de subtilité, on comprend vite. » Non, on peut fouiller gratter un peu plus. Oui, il y a plein de zones que tu peux gratter. Tomber dans de la mythologie, tomber dans... Denis Moore, à un moment donné, il y a un moment où tu as l'impression que c'est une sorcière au-dessus de ces espèces de chaudrons de potions. Oui, exactement. Terrifiantes. Là. Exactement, mais tu sais, tu peux tomber dans le portrait de Dorian Gray, le roman de... Je me rappelle plus de l'auteur. Où est-ce que le portrait vieillit, mais pas lui? Oui, exactement. Tu peux même remonter, c'était qui... dans la mythologie grecque, il tombait amoureux de sa statue, puis sa statue prenait vie. Merde, je me rappelle plus du nom de... En tout cas, c'est que tu peux retourner dans plein de références mythiques. Tu disais ton truc, et moi j'avais un prof qui nous donnait, il nous avait fait acheter le livre des symboles jadis, pour la psychologie, puis de la psychanalyse. Un livre sur la psychanalyse pour, tu sais, juste des fois quand t'es bloqué ou... Va gratter, va chercher une condition quelconque, va voir le symbolisme de cette affaire-là, va voir, mettons, la définition de tel processus mental, puis ça peut t'aiguiller. Parce qu'on écrit constamment des personnages qui sont troublés puis qui ont des affections diverses, mais on s'en rend même pas compte. Comme une des choses dont on écrit le plus au Québec, si je vais faire mon cliché 2 secondes, là, c'est les problèmes familiaux. Ouais. On a vraiment une obsession sur les problèmes familiaux, puis ça parle de nous autres. On est un peuple qui a des problèmes familiaux, tout à fait. Qui a une obsession avec la famille, qui a des relations tendues avec la famille. Puis il y a d'autres peuples qui ont d'autres fascinations, d'autres fixations. Ouais. Puis c'est bon, des fois, d'aller s'abreuver dans ce genre de matériel-là pour s'inspirer. Ouais. Puis autre petit conseil de scénarisation, si je peux me permettre 2 secondes. Non, t'as pas le droit. Ah, OK, parfait. Non, vas-y,
un personnage, un concept, c'est facile à trouver. Designer des personnages, c'est facile à faire. Ce qui est important... L'appliquer, moi. L'appliquer, c'est pas juste l'appliquer. Pourquoi ce personnage-là est la seule personne au monde qui peut vivre l'aventure et l'histoire que tu essaies d'écrire? Comme Tintin. Oui! Mais Tintin, tu sais, c'est un personnage blank, tu sais. C'est pas un personnage avec une grande psychologie, exactement. Non. Mais, tu sais, quand on tombe, je sais pas moi, n'importe quoi, là, plutôt en cinéma, là, mais des bons scénarios, c'est que tu dis, cette histoire-là ne peut pas arriver à un autre personnage. Que lui ou elle, exactement. T'as vu de Substance, ça peut pas arriver à quelqu'un d'autre. Il y a juste à elle, à ce moment-là, que cette histoire-là peut arriver. Avec ces décisions-là. Exactement. Puis je veux pas trop en dire pour les gens qui n'ont pas. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Ouais. T'as aussi vu un autre film que j'ai écouté, que moi j'ai bien aimé, mais que toi, je sais qu'il t'a laissé un peu plus froid. C'est le film de SNL, basé sur le premier épisode. Non, j'ai aimé ça. T'as aimé ça? Ah, ok, oui. Je pensais que tu m'avais dit que t'avais pas aimé ça. Non. Moi, je trouve que c'est une super lettre d'amour à SNL. Oui. Puis la mythologie, justement, qui entoure ce show d'émission-là. Ce que j'ai pas aimé, c'est un peu le traitement à Jim Henson, là, que je suis protecteur de Jim. Je suis protecteur de Jim. Je me souviens. Puis en l'écoutant, j'ai compris ce que t'as vu. Ouais. Mais c'était comme le gars un peu... Là, je vais dire des gros mots, là, mais c'est juste un exemple. Il était un peu bonasse par rapport au reste de l'équipe. Puis ça, c'était connu qu'il était déjà plus vieux. Là, on parlait des gens, le cast principal était dans la jeune vingtaine, il était dans la drogue, Jim était pas là-dedans. Fait que c'est une caricature, mais j'ai pas trouvé que c'est une caricature qui était particulièrement... qui manquait de respect, là. Des fois, je trouvais que... Il parlait pas de même. Il se laissait un peu faire. Non, il était, c'est la même année qu'il a fait son show Sex and Violence, qui est l'antépisode du Muppet Show. Là. Fait qu'il était capable d'aller dans ces jokes-là. Oui. Moi, c'est plus ce côté-là, je suis comme, non, il était capable d'être rough puis d'être trash, Jim Henson. Là. Mais je pense que t'as pas le choix dans un film de 2 heures de montrer c'était quoi l'essentiel de la dynamique. Puis l'essentiel de la dynamique, c'est que lui, il était à part, il était pas vraiment impliqué dans le reste de la production. Les gens ils voulaient pas écrire pour les Muppets, parce que si t'écrivais pour les Muppets, ça veut dire que tu n'avais pas ton matériel nécessairement à toi qui était écrit, qui était projeté, qui était produit. Les gens savaient pas quoi faire aux Muppets non plus sur le SNL. Puis ils ont arrêté les Muppets après un an, je pense. Ils étaient allés faire le Muppet Show quelques semaines après. Ouais, absolument. Tant mieux. Mais j'ai full aimé ça. Moi, je suis pas le gars qui connaît le plus SNL, mais j'aime beaucoup j'aime les émissions qui se passent dans les coulisses. Mettons... Birdman ou Birdman, exactement. C'est un bon film pour un bon exemple. Et The Newsroom de Aaron Sorkin. C'est pour ça que j'aimais beaucoup Studio 60 on Sunset Strip, qui était aussi d'Aaron Sorkin. Puis je trouvais qu'il y avait un petit peu de Studio 60 dans le film de SNL. Puis, oui. Tu sais, ça en est infusé. Là. Puis j'aime les films concept. J'aime les films qui se passent sur une durée de temps, un événement marquant historique. Puis ça, on est là-dedans. Puis bien sûr, ça arrive pas comme ça dans la vraie vie. Puis tout est exagéré, mais je trouvais que ça s'emboîtait très bien. C'est l'essence de ce qu'était la gang de SNL. Ma scène préférée, c'est celle où Chevy Chase rencontre Milton Berle. Oui. Puis, ça a l'air qu'il y a un gros pénis, hein? Milton Berle, ça a l'air que c'est son signature move il serait cancel aujourd'hui. Mais il sort la zone, puis... tu veux voir c'est quoi du star power? Zip! Ça, c'est du star power. Il l'a fait assez de façon libérale. Il n'y a personne qui a parlé de son pénis. Puis lui, il est allé directement là, tout seul. Oui, exactement. Mais tu fais... Oh mon Dieu, on dirait Chevy Chase qui rencontre le futur Chevy Chase. On dirait Chevy Chase qui rencontre la source de ce qui va devenir son bris d'ego pour ses futures années. Oui. Tu fais comme, OK... Ce que tu es en train de vivre là, c'est ce que tu vas faire vivre à tout le monde sur Community dans 40 ans. C'est l'humiliation originale. Oui. Parce que tu vois parce que Milton Berle, il lui dit tu vas être jamais comme Mr. America, tu seras jamais comme moi, je l'ai déjà été, parce que t'es un personnage Milton Berle a animé genre 15 cérémonies des Oscars. Chris, il y a eu comme 90% des parts du marché à un moment donné à la radio, en affaire de même, ou à la TV, je me suis dit. Immense vedette. Là, on l'a oublié aujourd'hui. C'est ça, personne. Oui, puis on meurt tous, puis tout le monde finit par nous faire oublier. Anyway. Mais tu vois la réaction de Chevy Chase, joué par un acteur dont le nom m'échappe, mais je trouve qu'il incarne très bien le jeune Chevy Chase. L'acteur. Ouais. Puis là, tu fais, oh shit, c'est ce qui va amener la brisure narcissique qui va créer le Chevy Chase qu'on connaît aujourd'hui. Non, c'est un super film. Là. C'est une bonne ride. C'est une bonne ride de film. J'ai beaucoup plus aimé ça que j'aurais cru. Moi aussi. Puis l'affiche était belle, elle était thématique. Ah oui. C'était prendre hommage à ces films-là de l'époque. Oui, c'est une belle affiche.
Ah oui. OK. As-tu des petites nouvelles pour nous autres cette semaine? Ben, j'en ai si tu veux commencer. Je vais commencer rapidos, mais je rappelais qu'il y a le spécial de Noël qui s'en vient. Ça, j'ai déjà dit, mais c'est le dimanche 22 décembre à partir de 20h sur Twitch, YouTube et Facebook. Disponible en balado par la suite. Si vous voulez nous laisser un message vocal, le lien est dans le descriptif de l'épisode. Il reste moins de 2 semaines, donc faites vite. Je pense qu'il y a une personne à date qui l'a fait, puis c'est notre auditeur Bass, qui est à l'origine du même Joyeux Noël qu'on a fait jouer l'année passée. Et on va l'écouter maintenant. Attends, il est sur quel... Ah, il est là. Salut les mystérieux, je prends une chance. Non, c'est comme son ancien message. Je l'ai pas. C'est pas le genre. Je l'avais quelque part, mais je sais plus ce que j'ai fait avec. Ah, il est plus là. Anyway, merci. Vous avez entendu la voix de Bass. Faites un message comme ça. Donc, c'est ça. C'est dans le descriptif de l'épisode. Vous avez encore 2 semaines, mais faites vite. Ça serait super apprécié. Ça peut être un souhait, une question, quelque chose que vous avez découvert grâce au show ou pas. Et on va le faire jouer durant le spécial de Noël. C'est un rendez-vous à chaque année depuis plusieurs années. Sinon, je rappelle également qu'il reste encore quelques billets pour le Sapin des Boules, version française de Christmas Vacation, qui est justement, qui met en vedette Chevy Chase. Oui. Donc, un classique du temps des fêtes qui va avoir 35 ans cette année. Et depuis quelques années, là, c'est la 3e fois qu'on le fait dans le cadre de McFly Event avec Jared de Space, du festival Space. On reprend certaines scènes sur la scène alors que l'écran joue le film en version française. Cette année, on a 2 représentations comme c'est le 35e anniversaire et qu'on a notre invité d'honneur, c'est le réalisateur de Christmas Vacation, de Le Sapin des Boules. C'est un Montréalais d'origine, c'est un Québécois, il parle encore français, il habite à LA depuis plusieurs années, il est dans la 70aine d'années. Ouais. Il nous a appris d'ailleurs, fait intéressant, un petit trivia pour vous autres, qu'il avait été recommandé pour ce rôle, ce titre de réalisateur pour le film, par Stanley Kubrick. Ah ouais. Stanley Kubrick lui-même, parce que Jeremiah, j'ai oublié le nom de famille, là, je m'excuse. Checkis. Checkis, quelque chose comme ça. C'était un photographe à la base. Okay. C'était quelqu'un qui était dans la scène de la photographie. Il semblerait que Stanley Kubrick aimait ce qu'il faisait. Tabarouette, donc, tu sais, t'es recommandé pour Christmas Vacation. Donc, je veux comprendre le lien entre... Ça, je sais pas. Ils ont-tu... Tu sais, est-ce que National Lampoon a approché Stanley Kubrick en pensant qu'il réaliserait un film de Noël avec Chevy Chase? Non, mais National Lampoon, c'est comme on en parlait il y a 2 semaines, c'était une brand que tu pouvais acheter. C'était pas n'importe qui. Tu sais, on pourrait acheter genre National Lampoon puis le mettre sur ton film. Donc, c'est pas un studio comme tel. C'est une brand qu'on peut louer. Comme les films MTV. Ouais, un peu la même. Ouais, exactement, c'est ça. Donc, dans le cadre de National Lampoon, Stanley Kubrick puis le réalisateur de Christmas Vacation, comment c'est arrivé, j'en ai aucune idée. Mais Jarrett me disait ça, puis j'étais comme, voyons donc, c'est quoi cette trivia fucked up là. Donc, Jeremiah va être présent pour les 2 représentations. Il va être là, je sais pas exactement là, comment ça va se dérouler, mais... le 20 et le 21? Oui, le 20 et le 21, donc le vendredi, samedi, mais je sais pas comment lui va interagir avec la foule ou comment ça va se passer, mais il va être sur place. Il va sûrement faire une allocution au moins faire un petit tata, là. Donc, c'est notre invité d'honneur, encore une fois. Puis on a eu du fun, on a fait une répète hier... On a trouvé une église où est-ce qu'on peut louer une vieille salle dans le presbytère. Puis c'est des grosses salles en bois. Là. Donc on a pratiqué là-dedans. On a une autre répète dimanche prochain, puis là, la semaine prochaine aussi, mais au Club Soda. Parce que ça se passe au Club Soda. Hier, il y avait 80% des billets qui étaient vendus. Donc, pour les 2 soirées. Donc, garochez-vous parce que, il n'y aura pas un 35e anniversaire qui va se faire 2 fois. Puis je pense pas que le Real va nécessairement revenir... année après année, c'est un moment unique. Fait que si vous vous sentez généreux, les fêtes approchent, achetez-moi des billets. Oui, c'est ça. Toi, t'es cheap tantôt, tu disais que t'avais pas encore acheté tes billets. Non, j'attends que quelqu'un le fasse. Bon, c'est gentil, ça. Bon. Ça, c'est la technique. Tu tiens trop avec Julien Bernatchez. Si tu pognes ses mauvais plis. Oui. C'est ça. Fait que ça que c'était mon annonce pour le spécial de Noël, puis c'était mon annonce pour Christmas Vacation. Super. Donc, un gros mois rempli. Ben oui. Moi, j'ai une petite annonce. Mettez ça à votre agenda, dans votre calendrier. 23 octobre 2025, donc vous avez 10 mois pour vous préparer. Il y aura un nouvel épisode, un nouvel album d'Astérix, ça a été annoncé aujourd'hui. Donc Fab Caro, le super auteur très absurde qui avait écrit entre autres Zai 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 Zai, magnifique BD qui a été adapté en film, c'était super bon. Et Didier Conrad. Laurent nous en avait parlé, je pense. Oui. Et Didier Conrad qui a repris les dessins depuis la mort d'Uderzo. Ça s'approche-tu? C'est-tu très similaire? Oui, c'est identique. La différence là, majeure, là, pis ça... C'est l'iPhone que Astérix traballe. Absolument, oui, puis il est tout le temps sur Tinder. Mais non, ça, évidemment, ça fait scandale. Obélix n'a pas le même nombre de braies. Tu sais, c'est Stripe sur son... Bon.
Ah oui, c'est vrai. Je pense qu'Uderzo, il en dessinait... regarde, je dis un chiffre, là. Genre 6, mettons. 6, puis lui, il en fait 4. Genre, oui, fuck, là. Oui, mais pour les fans invétérés, un pour peu, une gang peu de monde anal, qui a pas de... Ouais, les fans exactement. anal, c'est ça. Fait que c'est ça, mais... ceux qui ont... Je me souviens plus, je veux pas diminuer le travail de l'autre scénariste, mais depuis que Fab Caro est arrivé avec le dernier épisode, le dernier album qui était L'Iris Blanc. Ouais, ça, tu me disais tantôt, ben ouais. Moi, je trouve que c'est la renaissance totale d'Astérix. C'était hilarant. Le dernier... L'Iris Blanc, c'est une charge contre tous les gourous du bien-être, tous ceux qui font des discours, tu sais, avec des belles phrases creuses, puis qui embobinent le monde. Puis là, tout le monde vit selon des beaux principes. Puis Astérix, il est comme, non, mais ce gars-là vous dit de la marde. Ce gars-là, c'est un épais. Et dans l'épisode, ça finit que Bonne Mine quitte le chef parce que lui aussi, il embarque pas dans cette espèce de secte de self-care et tout ça. Puis elle retourne chez son frère à Lutèce, à Paris. Mm-hmm. Là, tout le long, ils font le chemin avec le chef qui est juste assis en arrière dans le char, puis dans la charrette. Ils sont comme, avez-vous faim, chef? Non. Voulez-vous qu'on s'arrête ici, chef? Non. Il est pisse. Il est pisse parce qu'il doit aller rechercher sa femme. Il veut la retrouver, mais en même temps, il est comme, oh là, elle me tape ses nerfs depuis une couple d'années aussi, là. C'est super bon. Il y a une petite touche d'absurdité, fait que j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire, puis c'est ça. Tout ce qu'ils ont teasé, c'est que ça se passerait dans une place au soleil. OK. Fait que, qu'est-ce que ça va être? Ouais, c'est large. C'est large. Parce que techniquement, tout est à une place sous le soleil. Oui. Donc, 23 octobre 2025, nouvelle Astérix. J'ai bien hâte. Génial. J'ai dit la semaine passée que j'avais commencé la lecture de La Troisième Caméra de Denis Rodier. Oui. Denis qui avait travaillé sur, entre autres, La Bombe, un ami de l'émission. Je ne l'ai pas terminé encore, malheureusement. J'ai été très occupé encore une fois. Donc, je vais essayer de regarder ça pour la semaine prochaine. Mais de ce que j'ai lu à date, c'est vraiment bon. C'est ce que Denis fait de mieux, là, un récit historique. C'est vraiment ce genre de truc que tu commences à lire puis que tu oublies l'extérieur. C'est comme un petit film dans ta tête. C'est excellent. Je peux vous dire ça. Je l'ai pas fini, mais ça me surprendrait que la fin me fasse changer d'idée. C'est quoi La Troisième Caméra? C'est en fait les photographes officiels pour le parti nazi à l'époque et pour le gouvernement avaient 2 caméras sur eux pour prendre des photos officielles et c'était coutume ou plutôt un fait connu que certains portaient une 3e caméra pour prendre des photos qu'ils n'avaient pas le droit de prendre. Oh, OK. Genre des photos qui, disons, que le parti n'aurait pas autorisé ou que le gouvernement en place n'aurait pas autorisé. Donc, c'était ça, la 3e caméra. Et la BD, c'est la découverte d'une de ces 3 caméras durant le contrôle des Alliés de l'Allemagne par les Alliés. Donc, à l'époque où les Américains et l'Union soviétique s'étaient divisé le pays en 2. Mm-hmm. Donc, on essaie de débusquer les soldats réguliers qui étaient des membres du parti, voire des SS, parce qu'il y avait, entre autres, des tatous sur eux, de groupes sanguins. Donc, pour les amener vers les tribunaux de guerre. Pour crime contre l'humanité. Et là, on découvre un photographe. Lui, il se prétend être un photographe bien normal. Et oui, j'ai travaillé pour le parti, mais j'étais forcé, nanana. Ouais. Et lui, il essaie de monnayer un peu sa liberté avec une 3e caméra qu'il a enterrée à l'époque de l'évasion. Fait que c'est ça. C'est basé sur des faits historiques. Là. Je peux pas vous dire à quel point ce qui est véridique ou pas, mais il semblerait que c'est basé sur des choses qui se sont vraiment, vraiment produites. Super. Puis c'est en couleur cette fois-ci. Je sais que La Bombe était en noir et blanc. Il y a une édition d'ailleurs noir et gris qui a été refait récemment. Okay. Puis une édition de luxe avec une super couverture, mais celle-ci est en couleur. Et d'ailleurs, là, j'ai eu un flash parce que j'ai fait un lien dans ma tête, mais l'édition noir et blanche et gris, une des parties du traitement, on va dire couleur, quoique c'est des tons de tonalité de gris, c'est par l'artiste Rabot. Que tu connais, là, je pense que tu l'as déjà côtoyé dans les soirées karaoké. Rabot fait partie de la gang de BD de Montréal. Rabot, c'est lui qui a fait les dessins et la couleur sur les illustrations qui servent pour le spécial de Noël des Mystérieux Étonnants. Ah, bravo. Donc, Minty, notre petite mascotte qui est une menthe d'une canne de bonbons, là, c'est lui qui les a faites cette année. Donc, je voulais y rendre l'appareil parce que il a fait ça très rapidement puis c'est vraiment super beau. Très cool. Donc, c'était Rabot. Rabot, il faut que tu fasses une BD. Il travaille il a fait des trucs, là, mais je veux que tu fasses une BD. C'est le temps que tu fasses une vraie BD. Bravo, Rabot. Bravo, Rabot. Sinon, première nouvelle de mon côté, j'ai des petites nouvelles. Là, on voit que ça sent la fin de l'année. Là, c'est un peu... c'est pas particulièrement... foisonnant. Ouais, exactement. C'est plus complexe. Mais je cherchais, mettons, un truc sur quoi j'ai tombé. Attends, je vais essayer de le retrouver ici.
Oui, vous êtes à la recherche d'un cadeau pour l'être aimé, un ami qui est peut-être geek sur les bords, mais tu sais, un geek adulte, là, pas un lamier de Scarface. Là. On veut un beau cadeau. Oui. Un beau cadeau pour les adultes De toute façon, qui sont geeks. depuis la fermeture des Vidéotrons, où sont les laminés de Scarface? Ils sont sûrement dans plein de salons de gens qui n'ont pas vieilli depuis 97. C'est les mêmes qui ont des rideaux avec une feuille de pote dessus. Les drapeaux du Québec et une feuille de pote. Exactement. Donc, il y a Atari qui vient de sortir sur son site internet en ligne. Là. Vous pouvez vous acheter un décanteur à alcool fort. Ouais. Puis, le décanteur en lui-même est modélisé selon le joystick de l'Atari 2600 de l'époque. Puis, pour vrai, là, c'est un cossin, mais j'ai trouvé ça vraiment beau. Ah oui. Puis, comme il n'y a pas grande nouvelle, je me suis dit, parler de ça. Ça ferme d'ailleurs. Donc, c'est une bébelle. non, pour vrai, c'est nice. Là. C'est une belle pièce, pour vrai. C'est basé sur le joystick qui était le CX10, les classiques là, qu'on connaît en plastique, là, en caoutchouc. Donc, ça vient avec un décanteur de 19 cm, qui garde 750 ml d'alcool pour les intéressés. 2 verres de whisky à 300 ml avec un beau petit logo dessus. Et il y a même un petit plateau, Guilla. Un petit plateau en pour forme d'Atari. Non, c'est juste un petit plateau noir avec un fini lustré. Puis l'inscription Futuristic since Forever. OK. Donc, dessus. That's it. Puis c'est 125 US. Catching, avec le taux de change actuel, vous allez payer le coup. Mais c'est livraison internationale. OK, ben faites-le avant qu'on se fasse imposer les tarifs. Oui, c'est ça que j'allais proposer d'ailleurs. Oui, parce qu'on a un choix là-dedans, nous autres. Oui, ben oui. Oui, on va négocier. Non, vous allez le faire imposer. Donc, c'est ça qui s'en vient, messieurs. Si ça vous tente ou madame, vous achetez de quoi à votre chum, votre blonde, qui est un geek, mais qui a des goûts fins. Je trouve que ça vaut quand même la peine. Pour vrai, la pièce comme telle est belle. Moi, je suis plus ramassé de cossin, là, mais c'est quand même une belle pièce. Qu'est-ce que tu avais d'autre, Guy? Tu me dis que tu voulais parler de films aussi, des choses que tu as... parce que l'année se termine... bientôt. Ben oui, gros gens comme devant. Dans 2 semaines, vous allez faire votre rétrospective, non? Dans une semaine et demie, on fait notre top 10, mais j'annoncerai pas qui est sur le panel. Mais je veux juste te dire que ça s'en vient de votre côté. C'est ça, mais j'ai dit à Benoît tantôt en exclusivité, il était impressionné, le bonhomme. Ben oui, qu'est-ce que tu me dis? Qui va être avec nous pour le top 10. Oui. Mais non, le top 10 attendra, mais voyons plus loin dans le futur avec les films à venir en 2025. Ça va-tu être une bonne année? Ben pour vrai, il y a des bons films quand même. Oui, non, mais ça, puis... Fait que c'est ça. Fait que la première section, c'est des films que j'appelle « Maintenant dans ma gueule ». C'est les films que je veux voir genre là, tout de suite. Oui. À commencer par Wolfman. Attends, t'as volé ça à quelqu'un, ça? Oui, la statue de Nadine Mathurin, une bière maintenant dans ma gueule. C'est ça. Qui m'a déjà enseigné à l'école de l'humour. Fait que j'ai le droit d'avoir des droits. T'as le droit de voler ces affaires. Ben oui, exactement. Je la salue. Salut. Wolfman de Lee Whannell. Tu sais ce qui est Lee Whannell? Lee Whannell, non. C'est celui qui a réalisé The Invisible Man. Super bon film. Super bon film. Oui, c'est lui qui fait terrifiant. Oui. Terrifiant. La scène dans le grenier, là. Un des plus gros sauts de ma vie. Je m'attendais absolument à rien dans ce film-là. Puis c'est le genre de film de pandémie, hein, je pense que c'est sorti. Ouais, 2021. Quelque chose comme ça. Puis j'étais cloué à ma chaise. Ouais. C'est tellement bon. C'est vraiment bon. C'est lui qui va faire aussi le remake de Wolfman. C'est pas des remakes. Des réactualisations. Exactement. Puis là, la bande-annonce en dit pas trop. Ce qu'on déduit, ce qui semble être dit dans la bande-annonce, c'est que ça va être du point de vue d'un enfant dont le père est un loup-garou. Oui. Je l'ai vu, puis il se transforme tranquillement. Exactement, puis la bande-annonce, c'est juste le mot qui affiche, mais comme si c'était l'écran qui se faisait déchirer parcelle de lettres par parcelle de lettres, parcelle de soleil. Fait que là, on va faire finalement un loup-garou en papier. Un loup-garou en carton. Il y a des Français qui se demandent de quoi qu'on parle, c'est l'émission jeunesse. L'évangile en papier. C'est ça. C'était un monsieur qui faisait des évangiles. Oui, en papier. Exactement. Oui, puis parcelle de soleil qui était le prolongement de ça. C'est ça. Exactement. Il faisait des affaires en papier aussi? Oui, avec les enfants. Mais il faisait que des affaires en papier. On le salue, Monsieur Lafortune. Oui. Autre film qui s'en vient, Paddington in Peru. Paddington au Pérou. Tu veux vraiment voir ça tout de suite? Ben, Paddington 1 et 2 sont tellement bons. J'ai jamais écouté, mais ça m'intéresse pas. C'est des... Parce que le cartoon, je le trouvais plate quand j'étais jeune. Le cartoon est plate. Okay. Le cartoon est plate à mort. Paddington et Paddington surtout 2, là, c'est genre dans les... C'est pas juste dans les meilleurs films pour enfants qui existent. C'est dans les meilleurs films du cinéma. Ben voyons, dans Laurent Boutin m'a dit qu'il avait beaucoup aimé, mais Laurent est fan d'ours. Non, c'est tellement bon.
Mais voyons donc. Le 1 et le 2. Non, c'est... je sais pas. C'est juste que Qu'est-ce qui vaut ces honneurs-là? Qu'est-ce qui vaut cette... Je sais pas, c'est l'ambiance, c'est le ton, tout est bien maîtrisé, tout est aux bonnes places. Oui, c'est feel good tout le long. Dans le deuxième, un moment donné, Paddington se fait enfermer en prison parce que, imbroglio par-dessus imbroglio. Parce que c'est un ours. Parce que c'est un ours. Fait que là, il est dans son petit habit de prisonnier, là, rayé jaune et noir comme les Dalton. Puis là, il demande au gardien de prison... Mais est-ce que tu peux me lire un conte? Maman me lit toujours un conte avant de dormir. Puis le gardien dit, désolé, en prison, il n'y a pas de conte de fées. Puis il ferme la porte. Et ça, là, j'ai éclaté sans clos. C'est tellement triste. Non, je comprends. Moi, je pleure à les vidéos de soldats qui reviennent en surprise à la maison. Fait que c'est le genre d'affaire qui peut m'atteindre très facilement aussi. C'est ça. Fait que Paddington in Peru, j'ai vraiment hâte de voir ça. C'est le 3e. Oui, c'est le moins bien noté sur la plateforme de bullshit qui est Rotten Tomatoes. Oui, c'est ça. Le premier a 99%. Non, le premier a 97%. Le deuxième a 99%. Lui, il y a eu, je pense, 95%. Mais c'est de lui dans lequel il est contre Thanos à la fin, c'est ça? Oui, exactement. Okay. Oui, puis là, comme c'est le 3e, c'est l'amalgame de... C'est le premier, le grand film autobiographique. Le deuxième est le grand film... J'aime beaucoup quand il est contre Thanos face à lui, puis il y a genre On Your Left, puis il y a comme le cercle magique qui s'ouvre face à gauche. Puis là, c'est tous les animaux de la forêt de Watership Down qui arrivent. Et les personnages vivant dans les sauts. Oui. Bonjour, monsieur le blaireau. Voulez-vous manger des crackers? Ça, c'était plate. Thanos, il est juste comme... Puis il tue parce qu'il s'endort. C'est con. L'autre film qui s'en vient que j'ai hâte, Mickey 17, okay. Le nouveau film de Bong Joon-ho, qui est son dernier film, c'est en 2019, c'était Parasite. Oui, que j'ai pas vu encore. Pour vrai, c'est bon, Parasite. Je t'entends sur plein d'affaires. C'est avec Robert Pattinson, Toni Collette, Mark Ruffalo et Steven Yeun. Yeun, ouais. Yeun. Ouais. Yeun. Ça a été... Écoute, je pense qu'au départ, le film était censé sortir en 2023. Puis ça a été repoussé, je sais pas pourquoi. Ce qui est peut-être pas un bon signe. Là. Ça dépend, il y a plein de décisions qui peuvent amener à ça. Oui, tout à fait. Mais tu sais, déjà, l'histoire est intéressante, mais elle pourrait vite devenir cliché. Je vais la résumer rapidement. C'est un gars qui est envoyé sur une plateforme, je pense, dans l'espace, où est-ce qu'il doit faire un travail dangereux et répétitif, et quand il meurt, on va juste créer une nouvelle copie de lui. Comme The Substance. Pense à Moon. J'ai pensé à Moon en le regardant, puis oui, ça a l'air complètement éclaté, comme fait, je sais exactement de quoi tu parles. Ouais. Tu sais, ça a l'air le fun, mais c'est le genre de scénario, si c'est pas bien maîtrisé, ça devient vite un cliché. Ça fait, au niveau du visuel, ça m'a pensé à du Mobius. Oui. Un petit peu ses bords, puis... tu sais, déjà le transpersonnage... Oui, puis le côté, comment je pourrais dire... Ah oui, c'est lui derrière le transpersonnage. Ouais, c'était bon, ça. Pas la série, mais le film. J'ai pas vu la série, pareil que c'est payé. Non plus. Mais au niveau du visuel, ça me fait penser le côté space wacky. Oui. Tu sais, côté... même dans Guardian 3, à un moment donné, il y a le côté space wacky. Il y a beaucoup dans Gardien 3. Oui. La planète en pot. C'est ça, oui. C'est space wacky. Avec l'homme carotte. Oui, l'homme carotte. C'est un plus beau personnage de MCU. Je veux son film, je veux sa série, je veux ses jouets, je veux son jeu vidéo. Ben oui, moi je veux tout, genre lui, Howard the Duck, puis un autre espèce de personnage vaguement weird des années 60. Oui. Le grand gazou. Le grand ouais, c'est pas la même franchise. Ça, c'est Warner Brothers. C'est Hanna-Barbera. Oui, mais ça appartient à Warner Brothers maintenant. T'as raison. Autre film qui s'en vient, Mission Impossible, The Final Reckoning. Maintenant, je veux voir ça maintenant. Le dernier était tellement bon. Je suis un fan des Missions Impossibles. C'est impossible. C'est le 8e film. Ouais. Tu pensais le dernier? Avec Tom Cruise, peut-être. Fait que tu penses que la franchise pourrait continuer sans lui? C'est que dans la bande-annonce, on nous montre des extraits de tous les films. Puis là, c'est comme si c'était la somme de toutes ces missions-là qui s'accumulent, qui vont converger vers Thanos, exactement. Mais tu sais, dans la franchise Mission Impossible, selon moi, il y en a un ou deux qui sont moins réussis. Le deuxième est dégueulasse. Celui de J.J. Abrams, le 3, correct. Je m'en souviens plus. Mais après ça, c'est que ça devient comme tous des petits chefs-d'œuvre d'action. T'as-tu vu, excuse-moi, je fais une parenthèse, mais le making-of de celui où il se pitch en bas d'une falaise avec une moto, puis il y a
As-tu vu le making-of? Oui. Parce que dans le making-of, t'as une shot... ça, c'est le dernier, ça. Ça, c'était Dead Reckoning. Je pourrais pas te dire, je les connais pas par cœur. Puis je pense que je les ai vus une fois durant une rétrospective sur Discord, puis pour vrai, je les ai mélangés dans ma tête. Là. Mm-hmm. Mais il y a un plan dans la tente de production où tu as l'équipe qui est en train de regarder les moniteurs, voir si le parachute doit finalement ouvrir. Ouais. Et tu as le réalisateur du film qui rentre dans le frame de façon comme subite. Puis ça a l'air de côté, on dirait Jake. si tu le réécoutes, notre ami Jake, c'est tellement drôle. Tu as Jake qui arrive dans le frame. Puis... Je te l'ai montré, tu vas voir, tu vois que Jake maintenant. Tom Cruise. C'est malade. Regardez Tom Cruise, puis j'ai capoté. Hey, d'ailleurs, Guy a eu des nouvelles de Jake hier. Oui. Il est toujours vivant. Oui. Il m'écrit pas des longues phrases. Non, c'est ça. C'est comme si quelqu'un d'autre écrivait pour lui, mais il dit que lui, correct. Oui, j'ai demandé est-ce que tu as du plaisir? Il m'a répondu bien. Hein? Après ça, j'ai fait puis là, t'es rendu où? Il m'a juste répondu lac. Ouais. Mais c'était des réponses. Non, il répondait. Non, il me répondait des vraies réponses. Puis il m'a envoyé des photos, abondamment de photos et de vidéos de lui en Chine. Fait que, qui est pas du tout photoshopé. L'autre film que j'ai très hâte de voir, je pense que toi aussi tu vas avoir hâte, c'est 28 Years Later. Je suis intrigué par la Boyle. proposition, yes. Mais en fait, je me suis même demandé si ça faisait vraiment 28 ans, c'est ça impossible. fait 23 ans. 23. Mais on est proche. C'est pas loin. C'est triste. Mais on dirait qu'ils ont juste pas voulu attendre, t'es comme trop pressé. Il y a peut-être quelqu'un qu'on on le fait maintenant, go. Ouais. Danny Boyle qui revient à la réalisation, il avait fait le premier, il avait pas fait le 2. Il a produit le deuxième. Il a produit le deuxième. Et non seulement lui revient, mais Alex Garland, qui a écrit le scénario du premier, revient à la scénarisation. Cool. Alex Garland qui a fait Civil War cette année, que moi j'ai moins aimé. Que j'ai bien aimé, mais que à écouter si vous êtes pas down, mettons. Ouais, puis tu sais, si vous êtes mordu de politique, vous avez peut-être pas y trouvé votre compte non plus. Je pense pas que c'était l'objectif. Je pense que c'était de montrer les traumas de la guerre, plus que d'autres choses. Mais... En tout cas, on partira pas là-dedans. C'est un genre, ouais, en tout cas, moi j'ai trouvé ça correct. C'est ça. Il y a Aaron Taylor Johnson qui va être la tête d'affiche, Jodie Comer, Ralph Fiennes, qu'on aime toujours une belle gueule, Ralph Fiennes, Voldemort, qui est dans le film Conclave en ce moment, qui est très bon. Ah, la politique de pape. Oui, exactement. Les coulisses. Le pape est mort, alors on doit trouver un nouveau pape, alors on se réunit en conclave. Est-ce que c'est il me semble que c'est une sous-catégorie maintenant. Tu sais, filmique et télévisuel, dans le sens, il y a eu du drama de pape dans les dernières années. Il y a eu Two Popes, The New Pope, les deux papes qui mangent de la pids. Puis il y a eu comme une série genre avec Jude Law, The Young Pope. The Young Pope. Ça fait quelques années de ça. Fait qu'il y a comme une sous-catégorie, le Pope Gate. C'est Pope politique. Oui. Ben, c'est des personnages flamboyants. Hein. C'est des personnages que... Ben, ils portent des capines puis des capes. Oui, c'est ça. Mais c'est des personnages que tu peux les écrire puis c'est facile de les détester, mais c'est un univers tellement intriguant qu'on reste accroché c'est ça, quand même. C'est fermé. Là, puis ça reste très politique. Ouais. Là, on va jaser, Ben. Bon, vas-y. T'as commencé avec ce que tu voulais voir. Non, je suis encore dans ce que je veux voir. T'es encore dans ce que tu veux voir. Je suis encore dans ce que je veux voir. Superman de James Gunn avec David Corenswet, Rachel Brosnahan et Nathan Fillion. Yes. Et Crypto le chien. Bien sûr. On a vu des photos de Crypto de dos. Il est à temps, Caroline. Hey, les Crypto Bros vont se projeter là-dessus, puis finalement ils vont être déçus. Oh, c'est juste un chien. Ils vont faire une crypto-monnaie avec l'effigie de il y a déjà des Dogecoin. Le Dogecoin, ouais, je sais. Ça existe déjà. Fait ils sont fuck de tout bord. Ça se peut très bien. Ils vont pas pleurer. Non, pas en tout. Non, mais je suis très content parce que ce qu'on voit jusqu'à date, il n'y a pas de bande-annonce qui est sortie à l'heure où on se parle, mais les images qui sortent, je trouve qu'on retourne au Superman des années 50, 60, 70, dans l'esprit, dans la vibe. Puis j'ai hâte, man. Ça va être. Regarde, moi, c'est James Gunn qui s'amuse avec des nouveaux jouets. Fait que je suis content. J'ai full aimé la proposition qui était Guardian of the Galaxy 1, 2, moins, mais 3, la Christmas Special. J'aime ce que James Gunn fait. Absolument. Puis il peut être autant ridicule que nous sortir les larmes. Je sais pas si tu as vu Guardian of the Galaxy 3, mais à la manière d'un vidéo de chien qui retrouve son maître après des années, j'ai pleuré à la fin de ce film-là. J'ai trouvé excessivement, étrangement émotif. Tu sais, je pense que James Gunn, c'est un gars qui vient de l'indépendant, il a sa façon de faire, mais il a très bien trouvé sa place aussi dans le circuit des studios. Tu vois, Crypto. Puis c'est ça, encore une fois, c'est lui qui s'amuse avec de nouvelles bébelles. Non seulement c'est lui à la réalisation et à la scénarisation, mais il est à la tête maintenant de DC Studios. Donc c'est le Kevin Feige équivalent pour DC, comme Kevin Feige, c'est Marvel Studios. Donc, why not? Tu sais, je suis content qu'il y ait au moins, ou qu'il semble avoir une direction.
Parce que beaucoup d'ici, dans les dernières années, étaient beaucoup en réaction. Il y a eu un changement de garde souvent aussi. Fait que ça a amené toute une espèce d'un fourre-tout cinématographique, télévisuel, c'était pas lié, c'était-tu lié, whatever. Là, on semble aller dans la même direction. Puis sous la tutelle d'un gars comme James Gunn, je ne peux qu'être heureux de voir ce qu'ils vont servir. Ce que j'aime de James Gunn, c'est qu'il a dit, un des problèmes de Marvel, c'est qu'on annonce des films alors que les scénarios ne sont pas écrits. Regarde. Et puis lui, sa philosophie, c'est, nous, on veut un scénario, on veut que le scénario soit bon, et là, on va annoncer que le projet se fait. Mais tant qu'on n'a pas d'histoire sur la table, on va pas improviser puis se retrouver un moment donné, cul par-dessus tête à pas savoir ce qu'on fait. Ou puis à précipiter peut-être les productions. On espère que justement, ils vont garder un certain rythme de production qui est healthy, qui est bonne pour les équipes, là, parce qu'on s'entend que du côté des VFX, Marvel a squeezé le citron pas mal à une coupe d'équipes. Mais non, c'est ça, je pense que James Gunn est un des gars qu'il faut qu'il soit derrière, une des personnes qu'il faut qu'il soit derrière pour le succès. À une époque où Marvel veut pas, moi je l'ai moins que certaines personnes, mais que la Marvel fatigue s'installe, et c'est normal. Donc, est-ce qu'ils vont prendre justement ce creux de vague-là pour amener une certaine nouveauté avec des personnages qui n'ont pas nécessairement eu un succès cinématographique au niveau de ceux de Marvel dans les dernières années? Je pense que c'est possible. Puis je sais que c'est bébé ce que je vais dire, là, mais je trouve que le saut de Superman, il est tellement beau. C'est un des... Moi, j'essaie de pas... Ben franchement, quand je l'ai vu en photo, j'ai fait « Ah, OK, oui. » Mais j'ai pas trippé particulièrement. Moi, je suis un puriste, là, j'aime ça quand le logo reste le logo de Superman. Je suis un puriste pour le logo, OK? Je comprends. Mais c'est pas le genre d'affaire qui va me faire en sorte que je vais détester le film. Que je, non, moi non plus. Mais j'aime bien le logo classique. Mais regarde, c'est son Superman. Il peut faire ce qu'il veut avec. Mais ce que j'aimais, c'est que c'est plus une espèce de saut avec trop de texture. C'est ça, tu sais, on retourne à un saut qui se peut que... Tu peux imaginer des kids porter ça à l'Halloween. Tu sais, la photo qui est sortie, c'est genre lui qui essaye ses chaussures, il met ses grosses bottes à cap rouge pendant que la Terre se fait pète en arrière. C'est ça, mais ouais, il est touché Payless, là, qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui est drôle, c'est, je sais pas la distribution par cœur des personnages qui va l'accompagner, mais j'ai vu que Métamorpho était là, qui est une espèce de personnage un peu weird, là, qui peut comme imiter des différentes substances, puis faire différents métaux, puis... c'est pas un personnage que le public en général connaît, puis même en BD, c'est un peu wacky. Fait que de voir comment James Gunn a rassemblé des misfits, parce que c'était ça, le Guardian of the Galaxy, puis comme là, il va entourer Superman de d'autres personnages qui vont être aussi un peu bizarres, mais c'est aussi quand même une histoire de Superman. Je suis très intrigué de voir ce qu'il va faire. Ouais, puis il a dit, c'est pas une origin story de Superman, parce que, puis même Batman, puis là, ça va être Brave and the Bold, qui va être transposé, là, ce qui est quand même cool, parce que c'est côté plus 60s, un retour à un Batman un peu plus wacky. Puis... Tu sais, excuse-moi, j'ai perdu James Gunn. Mais James Gunn, par rapport à ça, qu'est-ce que je voulais dire? T'es content? Oui, c'est ça. Exactement. Fait que j'ai quand même du hype. Il y a un autre projet de super-héros pour lequel j'ai du hype. Kraven, Non, c'est pas vrai. Non, là, tu niaises. Il y a personne qui a du hype pour ça. Tu sais, j'essaie de pas être cynique à l'émission parce que je pense que des fois, on se fait des projections mentales puis finalement c'est pas réaliste. Mais à date, je dois dire que tout ce que Sony a fait, c'est la coalition de marde. C'est incroyable comme t'as l'impression que c'est des producteurs sortis du droit de 94 qui sont comme on va faire des films comme ça. Oui. Mais tu sais, quand ce que t'arrives à faire de mieux, c'est Venom. Même là, c'est correct, Venom. Correct, là. Sans mais, plus, là, j'ai vu le premier, mais tu sais, j'ai pas envie de voir les autres. J'ai peut-être vu le 2. T'as sûrement vu le 2, mais des mélanges. Ouais. J'aime plus voir Tom Hardy avoir du fun faire ces films-là que d'autres choses. Genre. Je suis pas intrigué par rapport à ce qui va se passer ou qu'est-ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce que Venom va faire cette fois-ci. Tous ces personnages-là, sans Spider-Man, ne font pas de sens pour moi. Non. As-tu vu Madame Web? Oui, j'ai vu Madame Web. J'étais arrivé à je pense que ça faisait peut-être 20 minutes que ça jouait sur le Discord. Puis là, les gars, j'étais arrivé, puis ça va, les gars? Oh! C'est si pire que ça. Puis là, je me suis assis et j'ai fait, mon Dieu, mais quoi? Qui a pensé que c'était une bonne idée? Moi, ce que j'aime, c'est que elle se promène avec un taxi tout pété, puis la police est comme mais où peut-elle se trouver? Elle a volé un taxi. Ouais, c'est peut-être le taxi tout pété qui se promène en ville. Le taxi jaune tout pété. C'est ça. Puis elle le laisse dans un parking, elle s'en va en Amérique du Sud, elle revient chercher son taxi. Il est encore pété. là. Hey, là. Sérieusement, le meilleur bout, puis je m'en sac de spoiler cette crise d'horreur-là, c'est quand toutes les filles se font tuer dans une séquence de rêve dans le diner, je fais oh fuck, c'est le coup, ils m'ont eu.
OK. Parce que j'avais manqué justement des 20 premières minutes, fait que je savais pas qu'elle pouvait faire ça. Mais tu sais, quel pouvoir il peut voir dans l'avenir, mais pas trop. Juste assez. Juste assez pour faire chier. Par un petit coup de 5 minutes. C'est comme te rappeler que t'as pas payé ta carte de crédit genre 30 secondes avant qu'elle expire. Tu sais, c'est le pouvoir le plus inutile ever. Genre. Exactement. C'est dégueulasse. Mais non, l'autre film de super-héros que j'ai très hâte de voir cette année, c'est les Fantastic Four de Matt Shakman. Yes! Avec Pedro Pascal. Hein, Pedro Pascal, tu peux le mettre dans mes céréales, là. Y en a pas de problème. Oui, Ben oui, quel bel homme. les fameux Pascalos. Hey man, je te garantis que si tu sors une petite série de céréales avec des moustaches à la Pedro Pascal, ça il va avoir des Pascalos, il va avoir des ventes records. Il y a aussi Vanessa Kirby, Eben Moss Backrack et Joseph Quinn et possiblement Robert Downey Jr. qui revient à Doctor Doom. Ouais, c'est ça. Possiblement, on verra quand on sera rendu à la rivière. Hey, moi, j'ai entendu ta théorie par rapport à Doctor Doom. Tu penses-tu que c'est une variant de Iron Man, pardon, c'est comme un nouveau personnage à part entière? T'as-tu une idée par rapport à ça? Tu peux pas ramener Robert Downey Jr. puis pas adresser ça. Non, surtout qu'ils ont annoncé qu'il y aurait beaucoup de scènes avec Spider-Man. Fait que, ils vont le reconnaître. C'est clair qu'eux autres. Ils vont faire, hey, il est pareil. Il est pareil. Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il y a comme un peu de Tony en lui? T'sais? C'est ça, exactement. Fait que, puis j'ai l'impression que le masque qu'il va porter va être réminiscent, je pense, un anglicisme, mais il va rappeler le masque de Iron Man dans le premier quand il est sorti de la caverne. Ouais, d'ailleurs, il y a eu une série de comic book de Brian Michael Bendis où il y avait une série d'Iron Man avec Doctor Doom. C'était Doom qui portait l'armure, puis c'était un genre de mélange, justement, comme tu dis, de l'armure de Iron Man et du masque de Doctor Doom. Le concept était le fun. Mais fait que c'est ça. Fait que, moi, je suis down, man. C'est la First Family qui vient finalement chez Marvel. Oui, ça va ils sont dans les années 60. Dans les années 60. Ça va amener justement toute l'espèce de nouvelle phase avec les films d'Avengers, puis probablement la fusion de ce qui va devenir l'univers qui va amener éventuellement les X-Men dans quelques années. Exactement. Rapidement, il y a Paul Thomas Anderson qui va avoir un nouveau film avec Leonardo DiCaprio et Sean Penn. Symétrique. Non, ça, là, tu penses à Wes Anderson. Pas pareil. Non, ça va sûrement se passer dans les années 60, par contre, ou 70. C'est ça qu'il faudrait. Leonardo fait juste des films d'époque à cette heure. Oui. Il est plus capable de faire un film qui se passe aujourd'hui. On le verra jamais à l'écran avec un cellulaire. Fait pas des films de son âge, la pointue. Un autre film que je veux vraiment voir, The Bride. The Bride? The Bride, avec un point d'exclamation. C'est la version de Frankenstein de Maggie Gyllenhaal qui se passe c'est elle qui réalise. J'ai même pas vu ça passer. C'est son adaptation de The Bride of Frankenstein. Ça se passe à Chicago dans les années 30. Une femme meurt, se fait ramener à la vie par le docteur Frankenstein, qui va être joué par Christian Bale, que j'aime bien appeler Christian Bale. Il y a Jessie Buckley, Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, j'ai l'impression que Peter Sarsgaard va faire la créature, là, rendu là. Oui, il y a la face pour. Oui. Il peut transformer sa face pour. C'est ça. Il y a Annette Bening et Penelope Cruz qui vont être là-dedans aussi. Fait que gros casting pour The Bride avec un point d'exclamation. Ça se pourrait-tu que le vrai monstre, ce soit l'humain tout ça dedans? Je pense que si on se fie à un certain réalisateur du nom de Guillermo del Toro, callback à notre série sur bifurcation, le vrai monstre, c'est l'homme. Oui, voilà. Ouais. Les deux autres films que j'ai vraiment hâte de voir l'année prochaine, de Black Phone 2, j'avais beaucoup aimé Black Phone. C'était bon le premier. Très bon. Oui. C'est ça, je me demande comment ils vont faire un 2. Ouais. C'est un prequels ou c'est comme ça se passe après? Je sais pas, mais basé sur un roman de Joe Hill, qui est le fils de Stephen King. Stephen King a dit que oui, c'est dans le même tout ce que son fils écrit est dans son univers et ça se répond. Yep. Donc, il y a le Shining dans Black Phone. Il y a Shining dans Black Phone. Ouais. Je veux pas trop spoiler, mais le Shining est présent. Ce qui est le fun, c'est que c'est un petit film, un petit, comment tu dis ça, là, un petit huis clos. Oui. Puis c'est bien construit, c'est intelligent, ouais. ça c'est court, c'est parfait, c'est pas trop long. C'est oui. Puis Ethan Hawke est il est terrifiant hallucinant, même s'il porte un masque tout le long, il est super bon. Fait que Black Phone 2, oui. Mais le 2 est aussi basé sur un livre? Je sais que le premier était basé sur une nouvelle, mais je sais pas si le 2 est basé. Mais tout le casting est de retour. Tout le casting du premier est là, donc c'est bon signe. C'est le même réalisateur, même scénariste, Joe Hill et tout cela. Ouais. Ah, ok. Ouais. Fait qu'on verra ce qu'il en sera. Dernier projet que j'ai super hâte de voir en 2025, The Running Man d'Edgar Wright. Ouais. Basé sur le roman de Stephen King, ça aussi. C'est-tu lui qui fait ça pour vrai? C'est Edgar Wright qui réalise. L'annonce, je l'avais pas entendu. Avec Glenn Powell et Katie O'Brien. Donc, la nouvelle adaptation. Il y avait eu l'adaptation
Quelqu'un... Ouais, mais là, tu fais des références à des choses qui ont été dites hors micro. Ben là, c'est parce que là, le monde, ils savent c'est quoi, là, Batman se marie, là, je pense. Ben oui. Quelqu'un. Quelqu'un. Tapez Batman se marie québécois sur YouTube, vous allez comprendre. Oui. Mais non, c'est ça. Edgar Wright a dit qu'elle allait être plus fidèle au roman de Stephen King que ce que la version avec Schwarzenegger l'était. C'était wacky, la version avec Schwarzenegger. J'ai jamais vu, mais c'est ce qu'on m'en a dit. C'est très là. Coloré, puis ça n'a pas rapport. Là, si tu veux. C'est ça. Mais puis quoi, le dernier film d'Edgar Wright, là, c'est Last Night in Soho. Ça fait un bout quand même. Puis avant ça, c'était Baby Driver. Ouais, moi, j'ai pas tant trippé. J'ai bien aimé Baby Driver. J'avais bien aimé Last Night in Soho. Oui, moi aussi. Tu sais, c'est fou comment il est capable d'imbriquer comme la musique dans son montage. Ça m'impressionne à chaque fois. J'avais bien aimé ça. Je pense qu'il choisit ses projets de Wright. Il veut pas. C'est pas la machine à saucisses, là. Non, c'est ça. Fait que c'est ça les films que j'ai 2025 quand même, pas mal. Aucun film de Star Wars cette année, hein. En 2025, ça va attendre minimum 2026. Ouais. Puis il va peut-être avoir juste une nouvelle série potentielle sur Disney+, pour ceux qui sont vraiment fans de Star Wars. Mais sinon, Endor, c'est vrai. Oui, Endor. Puis il y a Skeleton Crew, j'ai commencé à écouter les deux premiers épisodes. C'est bien. Pour vrai, c'est ce qui se rapproche le plus de Emblem. En version Star Wars. Là. Quand je dis Emblem, pensez à E.T., pensez à l'espèce de vibe de kids qui, dans les années 80, sont sur des BMX puis se promènent dans la banlieue californienne. C'est la même Christy de vibe. Là. L'inspiration n'est pas cachée non plus. C'est réalisé et créé par John Watts, qui a fait entre autres les Spider-Man Homecoming, et bon, la trilogie là, qui s'est complétée avec No Way Home. Et ça paraît que c'est un réalisateur de talent qui réalise. Moi, j'ai pas tout aimé ce que Star Wars a pondu dans les dernières années. Ouais. The Acolyte, c'était correct, mais bien franchement, au niveau de l'histoire, puis même au niveau de la réalisation, ça faisait dur. Ouais. Même Mandalorian, ça s'est égaré un peu. Non, j'ai trouvé ça correct. J'ai trouvé ça efficace. Pour ma part, Obi-Wan, au niveau de la réalisation, il y a des scènes qui sont gênantes. Je sais qu'ils ont réalisé ça en temps de COVID, puis peut-être qu'ils savaient pas comment s'adapter, mais il y a une poursuite en forêt, c'est tout le temps l'exemple que je donne, où j'avais l'impression d'assister à un fan-film de 97. Oui, je sais de quelle scène tu parles, oui. C'était absolument affreux. Il y a eu, c'est ça, il y a du bon et du mauvais. À date, Skeleton Crew, pour un public plus jeune pour le temps des fêtes, je pense que c'est la raison pourquoi ils l'ont sorti maintenant. Ça m'en vedette aussi Jude Law puis une équipe de jeunes qui commencent. C'est des jeunes qui ont à peu près 8-10 ans max, le gros max. Quoi d'autre je voulais dire par rapport à ça? Les 2 premiers épisodes sont sortis, il va en avoir 8 au total. Ça sort le 2 décembre, donc c'est les mardis ou mercredis en soirée. Puis ça vaut la peine, c'est hot, pour vrai. C'est un groupe de kids qui se trouvent pris dans un vaisseau qui quitte leur planète, puis ils sont perdus, puis ils savent pas comment revenir. Et là, ils ont des folles aventures à travers l'espace. Très cool. Avec Jude Law, qu'est-ce que tu veux de plus? Jude Law, très Colin, cool. Ben oui, on l'aime, Jude Law. Ben oui. Sinon, j'avais une petite nouvelle concernant James Gunn, parce que justement, James Gunn a fait une entrevue récemment auprès du Happy Sad Confused podcast. C'est bon ce podcast. C'est vraiment bon. C'est un gars qui a accès à des gros noms, des vedettes, des réalisateurs, des gens qui sont Horowitz. Je sais que c'est Horowitz, son nom de famille, mais Josh ou John Horowitz. J'ai une affaire la même. Ouais. Il interviewe souvent Daisy Ridley. Il a l'air d'être ami avec elle. Il a l'air d'avoir une bonne relation en fait avec les gens avec qui il interviewe. C'est pour ça qu'il a accès à ce monde-là. Et il y a son podcast, mais il y a aussi une chaîne d'extraits, donc il va aller découper puis qui va sortir ça des exclusivités, puis c'est ça qui roule. Puis il y a eu un petit extrait qui est sorti de l'entrevue qu'il y a eu avec James Gunn, parce que justement, James Gunn, il y a une grosse année devant lui avec les sorties de Superman. James Gunn, qui je le rappelle, est co-dirigeant de DC Studios, et il a dit, en fait, ils ont parlé des spin-offs potentiels, comme on est Marvel avait dans le collimateur de Guardian of the Galaxy. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec cette franchise-là? Oui, ils ont fait un Christmas Special, que j'aime bien, mais qu'est-ce qu'ils voulaient faire d'autre? Puis il a révélé qu'il y avait, pendant un bout, il voulait faire un spin-off des Ravagers. Ça, c'est le groupe qui est mené par Stallone. Je ne sais pas si Stallone était supposé faire le personnage principal, mais Stallone, de ce temps-ci, fait beaucoup de télé. Hein, au-delà de sa télé-réalité avec ses filles, il fait de la télé-série. C'est rendu le nouveau Ozzy Osbourne? Un peu, je sais pas. En tout cas, il a déclaré des affaires récemment que j'ai pas trop trippé. J'étais comme, s'il vous plaît, Stallone. Il est très pro-Trump. Ouais, c'est ça. Il y avait une série ou un film de Legendary Star-Lord qui était censé sortir, puis un de Rocket and Groot qui est devenu finalement... La série Groot. Non, qui est devenu Guardian of the Galaxy 3, volume 3. Pendant un bout, James Gunn voulait justement que ça soit son prochain film avant volume 3, puis finalement, c'est ce qui est devenu volume 3. Puis pour plein de raisons différentes, ces films-là ont fini par ne pas aboutir. Il n'a pas révélé les raisons. Lui, ce qu'il pensait être le plus proche de se faire, c'était Ravengers, mais finalement, ça n'a pas été le cas. Puis on lui a posé la question maintenant que tu étais chez DC, puis non seulement tu réalises pour eux, mais tu es à la tête de leur studio. Est-ce que tu pourrais être un producteur sur un prochain
film de Guardian of the Galaxy. Puis il a dit un peu à la blague, je sais pas c'est quoi la réponse légale que je peux te dire en ce moment. Genre. Donc je pense qu'il voulait pas répondre, mais très, très poliment. Ouais. Puis il dit de toute façon, tu sais, il dit moi, pour vrai, j'ai eu le blessing, la bénédiction des gens quand j'ai quitté. Puis moi, je leur donne la bénédiction de faire ce qu'ils veulent avec les personnages que j'ai finalement créés. Il a pas dit ça comme ça, mais que ils ont incarné ces personnages-là. Oui, pour, ils les ont fait connaître. C'est approprié, exactement, c'est ça. Oui. Puis il dit, même Chris Pratt m'a appelé savoir hey, si j'ai la possibilité de faire d'autres films, est-ce que tu me donnes ta bénédiction? Puis il dit, ouais, vas-y, ça a l'air d'un gars vraiment easygoing. Ouais. J'ai pas de problème, allez-y. Ouais, puis c'est sûr que les acteurs vont appeler James Gunn pour lui dire, hey, on est sur le plateau en ce moment, tu peux juste nous dire comment tu ferais ça. Oui, exactement. Ou peut-être juste, est-ce que tu le prends comme une. Comme une trahison si j'accepte de faire le Guardian of the Galaxy volume 4, admettons. Ouais. Puis c'est correct, c'est la preuve qu'il était proche de ses acteurs. Ouais. Puis tu peux pas dire ça de toutes les productions. Hein. Mais c'est beau parce que tu l'as dit, c'est un gars qui vient du cinéma indépendant, mais qui a réussi à imposer son style, sa marque exact. Et sa personnalité à sa trilogie. Puis oui, les Gardiens apparaissent dans les Avengers puis dans d'autres films. Sauf que quand tu regardes un film des Gardiens de la Galaxie, c'est un film de James Gunn. C'est ça. Puis tu sens pas qu'on t'impose le MCU au travers. Non, puis c'est fou à quel point de temps en temps Marvel Studios va faire ça exactement. Ils vont prendre des réalisateurs qui commencent à émerger ou qui ont eu un succès ou un buzz autour d'eux, puis ils vont rentrer dans la machine, puis ça ne deviendra pas le film de ce dit réalisateur. Ça va devenir le film qu'on leur commande de faire. Avec Chloé Zhao, avec... The Eternals, par exemple. Bon. Ils vont-tu revenir, tu penses? Ça disait à la fin dans le générique qu'ils reviendraient? Peut-être sous forme de POG. Ah oui, peut-être. On sait jamais. Ils vont faire un épisode de What If ça n'a jamais existé? What If saison 3? What If ces bonhommes-là n'ont jamais existé? Finalement, cet épisode-là, il est canon. Ils n'ont jamais existé. Ben, il va y avoir des répercussions avec Falcon and the Winter Soldier. Oui. Ils se battent. Ça a l'air qu'il y a un conflit mondial, puis c'est pour le métal dont est composé l'espèce de god. Ouais, puis on voit la statue. La statue dans le film. Là, fait que c'est supposé être cette affaire-là. C'est ça. Où je m'en allais avec tout ça? Ben, c'est ça. James Gunn, je l'aime bien. Ça a l'air d'un type sympathique. Fait que bien content de voir que ça va bien de son côté, puis bien content de voir qu'il garde un lien avec sa distribution. Absolument. Moi, j'avais un dernier petit truc, mais sinon tu continues, Guy, c'est à ton tour. Ben, veux-tu que je te parle des films que je suis curieux de voir? Si t'es curieux de voir, bien sûr, oui. Il y a Better Man. Tantôt, j'avais Wolfman. Là, c'est Better Man de Michael Gracie avec Robbie Williams. C'est un biopic sur la vie du chanteur et musicien Robbie Williams. Okay. Et la particularité dans le film... Il est joué par Timothée Chalamet. Non, la particularité, c'est qu'il est un singe en CGI dans le film. Quoi? Oui. C'est quoi le rapport? Ça a l'air tellement mauvais. Attends, répète le nom du chanteur. Robbie Williams. Mais c'est quoi le rapport avec le singe? Je sais pas, mais dans la bande-annonce, c'est comme... Moi, j'ai une vie d'excès, j'ai une vie à l'extrême. J'ai souvent eu de l'air niaiseux. Puis là, ça tombe sur un singe en planète des singes, là. Ouais. Genre qui marche, puis qui est sur scène, puis qui joue de la guitare. Googlez des images. Better Man. Est-ce que c'est la suite du film de comment il s'appelle, de Jordan Peele? De Jordan... oui, dans c'est quoi le film? Dans Nope. Nope, avec le singe, le singe, là. Écoute, c'est tellement bizarre que... Tu sais, ça a l'air du film le plus générique et plate, le film que personne irait voir parce que c'est Robbie Williams, puis... Je pense qu'il est populaire en Angleterre. Là. Il est quand même très populaire aux États-unis, Robbie Williams. OK. Ouais. Mais c'est ça. Il est là sous forme de singe. Il est revenu sous forme de singe, ça là. C'est donc une proposition originale. Ouais. Un film, j'ai entendu parler de ça aujourd'hui même, The Companion, ça sort genre dans le temps de la Saint-Valentin. Ouais. La bande-annonce commence comme une comédie romantique avec un gars qui sert le souper à sa blonde, nanana. Puis le plan d'après, tu vois que c'est elle qui est menottée après sa chaise, mais pas capable de rien faire. Puis t'as juste une suite d'images un peu trash, violentes. OK. Puis le dernier plan de la bande-annonce, c'est Quaid, The Boys, Jack Quaid. Jack Quaid qui est le fils de Dennis Quaid, que j'aime beaucoup, cet acteur-là. Il est très bon. C'est lui qui place... Elle a la main tendue devant elle. Lui place une chandelle en dessous de sa main. Et le plan d'après, c'est elle qui regarde impassible son bras en train de brûler. Puis là, ça marque des producteurs de Barbarian. J'étais comme... OK. Là, j'ai hâte. Mais c'est pas l'équipe de réalisation de Barbarian. C'est pas l'équipe, mais tu vois dans la bande-annonce, il y a un côté Barbarian. J'ai tellement aimé Barbarian. C'est tellement bon. C'est tellement bon. The Companion qui sort l'année prochaine dans le temps de la Saint-Valentin.
Après ça, il y a The Alto Night de Barry Levinson. Tu sais, Barry Levinson, il avait une grosse carrière dans les années 80-90. Là, il a décidé de faire un film sur la guerre entre les chefs mafieux, les Genovese et les Costello, qui se sont affrontés dans les années fin 50 à New York. Là, pas de Abbott? Pas de Abbott et Costello, non. Puis la particularité, pourquoi c'est sur mon radar que c'est bizarre, c'est que, of course, Costello est joué par Robert De Niro. Of course que tu vas prendre Robert De Niro pour jouer un chef mafieux. Wow. Sauf que là, ils se sont dit, hey, pour jouer Genovese, quel autre acteur serait meilleur que Robert De Niro pour l'incarner? Ben, tabarouette, on trouve pas. Fait que Robert De Niro va jouer les deux. Non. Ça vient de Nutty Professor, la scène du barbier. Non, je me mélange avec le prince à New York, là. Mais je suis comme... c'est donc mais weird. Où c'est qu'on est rendu, là, quand Robert De Niro est rendu... Il est Italie mec mafia rendu là. Oui, c'est ça, c'est comme... Mais dans la bande-annonce, ils ont-tu fait comme De Niro? J'ai pas vu de bande-annonce. De Niro. C'est clair qu'ils ont fait ça. Il faut que quelqu'un le fasse à un moment donné. C'est sûr, mais là, tu fais comme... Hey, ça s'en vient ridicule, votre affaire, là. De Niro joue deux chefs mafieux dans un film qui sera peut-être pas une comédie. Y a-tu le double du cachet dans ce temps-là, ou comment ça fonctionne? Intéressant, j'ai vu quelque chose là-dessus aujourd'hui. Jim Carrey a dit qu'il a adoré jouer Robotnik et Robotnik dans le prochain Sonic. Ouais. Parce qu'il joue le fils et le père, Robotnik. OK. Puis il dit, la seule affaire qui est plate, c'est que c'est 2 fois le travail pour le cachet d'un seul acteur. Eh ben... Fait que, cachet d'un seul acteur, ça doit être genre 50 millions pour Jim Carrey. Il doit être quand même bien payé, on s'entend dessus, là. Ouais, c'est ça. Les Sonic que j'ai bien aimé, ces films-là. Je devrais pas aimer ça. J'ai vu le premier. Ouais. C'était cool. C'était correct. Oui. L'autre film que... D'ailleurs, excuse-moi, crossover entre Transformers et Sonic pour une série de jouets qui va sortir prochainement. Attends, répète ça? Oui, Transformers et Sonic, la franchise Sonic. Okay. Transformers font depuis quelques années des crossovers. Oui, des fois, ça a des comme des... Avec Back to the Future, Back to the Future, Ghostbusters, ouais. il y a eu des comic books, puis il y en a qui en ont pas, comme il y a eu le crossover Top Gun, puis Transformers, puis le Transformers s'appelait Maverick. Là. Oui. Et là, la prochaine série, c'est un jouet de Sonic et un jouet de Tails, puis c'est comme le char de Sonic est bleu, puis l'avion de Tails, puis il se transforme pourquoi Sonic a besoin d'un char? Pour aller moins vite? C'est une question, mais j'imagine que peut-être que Robot Sonic a besoin d'être en forme de char. Peut-être. Je me suis pas posé la question. Okay. Il y a un film des Schtroumpfs qui s'en vient l'année prochaine. J'ai pas écouté un Christy film des Schtroumpfs. Réalisé par Chris Miller, mais pas le Chris Miller qu'on aime. Un autre Chris Miller. Pas celui de Phil Lord et Christopher Non, Miller. c'est ça. Mais celui qui a réalisé Puss in Boots. Le dernier, qui était hallucinant. J'ai juste vu un Shrek dans ma vie. Man. Ah ouais? J'ai vu aucun autre. Mais non, le dernier Puss in Boots, là... Tu as plusieurs Puss in Boots? Il y en a eu 2. OK. Puis, grosse réflexion sur la mort. Shit, hein? C'est rough. OK, ça me tente-tu, là? Ben, c'est genre Puss in Boots qui réalise qu'il est à sa dernière vie de chat. Oh! Fait qu'il voit la mort qui est là sous non, pas sous forme de pog, on va dire souvent, mais sous forme de loup. OK. Qui le suit partout où il va. Ouais. Fait qu'il est très conscient de sa mort imminente. Nice. Fait qu'il va réaliser un film des Schtroumpfs qui va être une comédie musicale écrite et produite en partie par Rihanna. Mais Peyo, il l'a pas vu venir, ça. Non, ça c'est sûr. Elle va jouer la Schtroumpfette, évidemment, mais les autres acteurs, je pense que c'est là que ça va t'intéresser. On a Octavia Spencer puis Natasha Lyonne, que j'aime beaucoup. Nick Kroll qui va être là, mais aussi Nick Offerman, évidemment. Il va jouer le Grand Schtroumpf? Sûrement. Mais je sais pas s'il va jouer le Grand Schtroumpf parce qu'il y a un autre acteur qui pourrait jouer le Grand Schtroumpf. Kurt Russell va jouer un Schtroumpf. Fuck? OK, il y en a un qui joue Gargamel puis l'autre qui joue le Grand Schtroumpf. Je sais pas. Oui, il y en a un qui va jouer le Grand Schtroumpf. On l'oublie, lui. J'aimerais ça. C'est celui qui est habillé en or. Là. Oui. Oui. Fait que c'est ça. The Smurfs, The Musical en 2025. Autre film que je suis comme, voyons que ça va exister. The Naked Gun d'Akiva Schaffer, un des gars de Lonely Island. Ouais. Donc, on ramène la franchise Naked Gun. Il va y avoir Paul Walter Hauser qui va être là-dedans. Kevin Durant, qui était dans le dernier Planète des Singes, un acteur québécois, américain. Oui, québécois. Québécois, d'origine québécoise. Pamela Anderson va reprendre le rôle qui était joué par, Presley. Oui, c'est vrai. Mais c'est Liam Neeson qui va reprendre le rôle de Leslie Nielsen. Ça, c'est fucked up comme choix. Mais qui va prendre le personnage de O.J. Simpson? Probablement Paul Walter Hauser. Ouais. Grand fan de lutte, d'ailleurs, ce monsieur. Ah oui? Oui. Ah. Mais oui, c'est ça. Mais Liam Neeson,
on l'imagine pas, on le perçoit pas comme un acteur comique. Puis je pense qu'il faut pas prendre un acteur comique pour jouer dans The Naked Gun. Mais Liam Neeson, pas Liam Neeson, mais l'autre, là, Leslie Nielsen. Leslie Nielsen, là, lui, là, il était pas connu comme un acteur comique à l'époque. Pendant longtemps, il était un acteur sérieux. C'est pour ça que quand tu l'écoutes aujourd'hui dans Tales from the Crypt, non, dans Crypt Show, puis il joue un tueur, t'es comme complètement décontenancé parce que l'image que t'as, c'est le gars des films weird puis wacky, tu sais. Mais Liam Neeson a joué dans beaucoup de projets de... voyons comment il s'appelle, le créateur de Family Guy. Voyons comment il s'appelle. Oui, je sais qui tu parles. Là, les gens crient son nom. Là, Christy, c'est celui qui a failli mourir durant le 11 septembre. Oui, exactement. Bon, c'est un gars-là. Seth MacFarlane. Liam Neeson a souvent participé à ces projets. Fait qu'il y a ce côté comique en lui. J'ai hâte de dire... Mais... Tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des références à tous ces films plates de quelqu'un dans ma famille s'est fait kidnapper, faut que je le retrouve, ça va être là. C'est fucked up que son nom est pas mal proche de celui de Leslie Nielsen. Oui, ben je pense qu'il y a le gag aussi là-dedans. Puis Akiva Schaffer, c'est lui qui a, il a fait les films de Lonely Island qui sont déjà très bons. Hot Rod, c'est hilarant si vous avez pas vu ça. Mais moi, j'avais bien aimé son Chip and Dale qu'il avait fait il y a quelques années. Il était bon, ce film-là. Oui. Le monde n'en parle plus de ce film. C'est méta Chip and Dale. Oui. Ouais. Fait que oui, vas-y Akiva, ça va être le fun. Rapidement, Tron avec Jared Leto. J'étais intrigué parce que là, j'ai vu que finalement, après beaucoup de controverses, entre guillemets, radiophoniques, Jeff Bridges revient. Oui. Puis ça me fait plaisir. Fait qu'il va y avoir un lien avec ça va être une trilogie originale. Son fils ne revient pas. Parce que longtemps, on voulait produire un vrai 3, puis ça s'est tombé à l'eau. Puis... Ouais, non, là, c'est une nouvelle franchise. C'est une nouvelle franchise, mais il y a un lien canonique, j'imagine, puisque le personnage de Jeff Bridges revient. C'est ça. Et l'autre film qui est sur mon radar, film québécois cette fois-ci, Deux femmes en or, de Chloé Robichaud, avec Karen Gontier-Heinemann et Laurence Leboeuf et tout le restant du bottin de l'UDA. C'est pas un remake, ça? C'est un remake. Ouais. Moi, j'ai vu l'original, Deux femmes en or, et pour vrai, tu sais, il est coté 7 par Mediafilm, là. J'ai adoré ça. OK. Ils sont conscients de ce qu'ils font dans le film. C'est sorti en 70, le premier. C'était après... on était déjà dans les films québécois folichons. Oui. Mais il y a une séquence... La pomme, la queue, le pépin. Oui, c'est ça. La pomme, la queue et le pépin. Quand j'ai fait ça. Quand j'ai réalisé la pomme, la queue et le pépin. Mais, tout ça pour dire que y a une scène que j'adore dans l'original de Femmes en or où c'est Paul Buissonneau, là, qui était il a l'air d'une montgolfière vivante, ce bonhomme-là. Là. Il est énorme, grosses lunettes, cheveux frisés. C'est un Français gueulard. Puis il vient à la maison pour peinturer le plafond, puis c'est juste ça sa job. Puis t'as une des deux comédiennes, je me rappelle plus laquelle, qui est à terre en train de se déshabiller, elle essaie d'y montrer ses seins, puis lui il s'en fout, puis il dit commencez pas à faire comme dans tous les films du Québec, de la pornographie, de la merde. Puis là il les nomme tout un après l'autre. Valérie, l'initiation, putain de merde! Puis c'est juste ça. Qui se réglait des comptes dans ce temps-là. Oh ouais, non, mais tu sais, ça inscrit le film dans un discours un peu méta à ce moment-là. Il y a toute une séquence où c'est Yvon Deschamps qui joue le gars de Belle, là, mais tu sais, c'est son gars de la shop. Là, il se rend chez une des deux femmes en or pour réparer le téléphone, mais clairement, c'est genre elle qui l'a débranché juste pour qu'un gars vienne à la maison pour coucher. Là, il regarde le téléphone, puis là, il dit, ça se passe à Brossard, ta ville de... Pas natale, mais presque. Presque. Puis il dit, hey, c'est beau, hein, la ville de Brossard. Il dit, hey, moi, j'aimerais ça vivre ça. Je pense que je serais pas capable de retrouver ma maison quand j'y reviendrai le soir. C'est vrai que c'est un peu compliqué, là. Oui. Là, tu vois juste des plans de Brossard de toutes les maisons sont pareilles, avec le centre-ville de Montréal au loin, puis le pont qui est relié à cette époque-là. Je me rappelle pas laquelle. Mais si vous avez acheté une maison de propriété à Brossard, maintenant, elle vaut de l'or. Oui, absolument. Elle vaut de l'or. Tu sais, puis encore, là, même dynamique, là, elle commence à déshabiller sa chemise, tout ça, puis lui, il parle de sa vie, puis de sa femme, puis tout ça, puis... T'sais, clairement, il comprend pas ce qu'elle veut, avec ses avances sexuelles. Puis il finit juste par réparer le téléphone. Il dit « Ah non, il était pas brisé, le téléphone était juste mal branché. » Puis il regarde direct la caméra. « Et que c'est nono, les femmes. » Ah, c'est bon, là. Fait que c'est ça. Puis c'est ça. S'il te reste une autre affaire, après ça, j'ai juste en rafale des films...
pour lesquels j'ai pas d'attente, mais qui vont sortir. Parfait. Moi, j'ai une petite dernière nouvelle, puis c'était pour vous dire que si vous cherchez un podcast à écouter, puis Dieu sait qu'il y en a des podcasts à écouter, hein? On en fait de toi puis moi des podcasts à oui, écouter. Des Patreons. Puis des Patreon, puis des podcasts, en veux-tu d'en voilà. Mais il y a DC Comics puis DC Studios qui vont sortir avec leur propre podcast, un podcast officiel en fait, qui est produit en collaboration avec Max. C'est tout la même entité, là. C'est Warner Brothers Discovery qui possède DC Comics, qui possède DC Studios, qui possède Max, la plateforme de streaming. Une sous-filiale de Québécois. Et voilà. Oui, bien loin dans l'échelle. À côté du lundi. Oui, une sous-filiale du lundi. Du lundi. Hey, tabarnak, c'est une filière d'un entrepôt. J'imagine Monsieur Lundi qui est comme, on a ça! J'aime ça que tu penses qu'il y a un gars qui s'appelle Monsieur Lundi. Oui, il y avait Monsieur Bonne Semaine. Oui, c'est vrai, Monsieur Bonne Semaine. Donc, ça va s'appeler DC Studios Showcase Official Podcast. C'est disponible en version vidéo sur la plateforme de streaming Max, qui est disponible juste aux États-Unis, mais aussi sur YouTube si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Le premier épisode est sorti le 6 décembre dernier. Puis franchement, c'est pas mal. T'sais, souvent, je trouve ça cynique. Il y a des podcasts. Marvel en fait un aussi. Là, des podcasts pour annoncer leur cossin. Puis c'est super incestueux. Puis il n'y a pas tant d'informations que ça. Ça ressemble plus à un show de plug. Le premier épisode, en tout cas, était quand même drôlement bien fait. C'est animé par deux personnes que je connais pas, Frankie Smith et Tyler Coast. Et ils sont rejoints par un expert, Coy Gendro, qui lui est l'expert comics en résidence. Donc lui, quand il fait des critiques où il revient sur des BD qui sont sortis, c'est vraiment intéressant. Il y a une bonne manière de distiller l'information puis de l'expliquer à des gens qui peut-être la connaissent un petit peu moins. Puis j'ai vu dans les commentaires des gens qui semblaient être des lecteurs invétérés de DC, puis ils trouvaient leur compte, puis c'est quand même bien foutu. Ça va être sorti à chaque 2 semaines directement sur les plateformes que j'ai mentionnées. Et il y a aussi une version audio qui existe. Donc, si ça vous intéresse, je l'ai vu sur Spotify. C'est combien de temps les épisodes? C'est à peu près 1 heure. C'est à peu près 1 heure, 2 fois. Ça veut dire que Kevin Smith en fait des résumés de 8 heures de chaque épisode? Oui, exactement. Kevin Smith a le temps d'en faire 20 000. Hey guys! Une recording session, c'est lui qui parle lui-même pendant genre vraiment trop longtemps. Oui, genre, il écoute 2 minutes du podcast, puis il en parle pendant 20 minutes. Sacrément. Je l'aime, Kevin Smith. Je l'aime encore aujourd'hui, mais des fois, je suis comme, dude, il faudrait que tu t'écoutes un petit peu moins parler. Oui. Ou trouver des hobbies. Je pense qu'il y en a beaucoup d'hobbies, c'est ça le problème. Il n'y en a pas assez. Tu penses qu'il n'y en a pas assez? Il n'y en a pas assez. Je sais pas comment il trouve tout son temps. Il a déjà expliqué, en fait, qu'il faisait pas tant d'argent que ça, puis c'est pour ça qu'il y avait plusieurs projets à la fois. Ouais. C'est une manière de il s'est fait dilapider par les Weinstein. Il y a ça, puis les residuals, ce qu'ils appellent, des films qu'il a fait avec les Weinstein, ils offrent maintenant des organismes qui viennent en aide aux femmes, donc il met plus, il y a plus d'argent. Tout à son honneur. Oui, tout à fait. Donc c'est ça, je dis, le premier épisode il est sorti le 6 décembre en raison de 2 à chaque 2 semaines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir des entrevues avec des gens, justement, c'est des annonces qui s'en viennent là, durant l'année, là, avec Superman qui sort, des entrevues avec des créateurs au niveau des films, mais aussi du comic book. Le comic book est représenté, c'est ce que je veux dire. J'ai vu des extraits d'une entrevue avec Jim Lee dans la bande-annonce, donc Jim Lee qui est chez DC depuis plusieurs années. Puis parallèlement à ça aussi, ça c'est pour les gens qui sont en France, qui nous écoutent, il y a l'application DC Infinite qui permet de lire en version numérique des comic books, qui est maintenant disponible en France finalement après plusieurs années. Elle était au Canada depuis un certain temps, mais là elle est disponible en France, en Italie, en Allemagne et en Espagne. Donc vous pouvez mettre la main sur des comic books en version numérique. Ici, au Canada, il y a comme 2 formats. Tu as l'inscription de base, que tu peux lire des comics, je pense que c'est quelque chose comme quelques mois après la sortie, et tu as un tierce que lui te permet d'avoir pratiquement immédiatement les comic books en version numérique, donc ça vaut la peine. Allez, jetez un coup d'œil maintenant, c'est disponible sur les stores numériques de ces pays que je viens de mentionner. Très cool. Fait que c'est ça, monsieur Guilla. Tu veux-tu qu'on prenne une petite pause? En rafale. Vas-y, rapidos, là. Oui, des films pour lesquels j'ai pas d'attente, mais que je vais voir quand même. Captain America, Brave New World. Ouais. A Minecraft Movie. Hein? Sure, whatever. Avec Jack Black. Jack Black, hein, mon neveu a 11 ans, c'est parfait pour lui, il va triper. Thunderbolts Asterisk. Oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'il sortait ce film-là. Thunderbolt, ben oui, on l'oublie. Elio de Pixar, je sais pas. Je suis juste pas hype pour celui-là. How to Train Your Dragon en live action, je suis pas hype non plus, mais pour des gens, ça a l'air bien important. Les gens ont bien aimé la série d'animés dans le temps. Absolument. F1 de Joseph Kosinski qui avait fait Top Gun Maverick. Super bon réalisateur. Oui, c'est à Montréal. C'est avec Brad Pitt et Javier Bardem. C'est pas lui qui avait d'ailleurs réalisé Tron Legacy? Oui. C'est le même gars? Oui, Joseph Kosinski. Fait qu'un bon réal. Fait que
et non pas un Montréal, mais un bon réal. Quoi qu'il y a des bons réals à Montréal, c'est pas ce qu'on veut dire. Mais c'est ça. Fait que un film sur la F1, ça me parle pas plus qu'il faut. Moi non plus, mais bien réalisé par un gars qui sait quoi ce qu'il fait. Exactement. Un film que je vais sûrement voir, mais oh là là, je pense que je sais à quel moment ils vont arrêter de raconter l'histoire. Michael d'Antoine Fuqua sur la vie de Michael Jackson. Je pense que ça va arrêter en 88. Est-ce qu'ils vont avoir des ellipses, tu penses, dans le film? Moi, je pense qu'ils vont juste arrêter. Ils vont arrêter quand ses cheveux pognent en feu avec une pub de Pepsi. Puis il va avoir un écriteau. Et il n'y a rien d'autre qui est arrivé dans la vie de Michael après ça. Pucci est mort dans la recette natale. Oui, c'est ça. Ses cheveux pognent en feu. Et Michael est retourné sur sa planète. Et en fait, j'avais entendu parler d'une prémisse d'un film qui s'est jamais réalisé, justement, sans doute à cause des problèmes légaux de Michael Jackson. Ouais. Mais c'était genre Michael Jackson. Et c'était quoi c'est une actrice qui était très connue, là, qui un look très vieux hollywoodien qui était une de ses amies. Ah, merde! Oui, pas Betty Davis. On joue dans le film des Flintstones. Je sais. Oui, exactement. Oui. On va la chercher, là, mais je vais te résumer le film, puis ça s'est jamais fait. C'était lui. Elizabeth Taylor. Exactement. Lui, Elizabeth Taylor et quelqu'un d'autre qui partait en road trip de New York pour retourner à LA après les événements du 11 septembre parce que il n'y avait pas d'avion de vol pendant une certaine période. Puis c'était un road trip movie. Puis dans le temps, quand ça avait été annoncé, j'étais comme fuck man, j'étais intrigué, je veux voir ce film-là. Puis ça s'est jamais fait. Genre. Ben, je suis curieux aussi. Oui. Ce scénario-là existe quelque part. Wow. Ouais. Fascinant. Puis le dernier pour lequel j'ai pas d'attente parce que je n'ai pas aimé la partie 1, Wicked, Part 2. OK. Voilà. Bon, parfait, mais on va prendre une petite pause. Juste avant, je vous rappelle qu'on a notre spécial de Noël le 22 décembre. C'est un dimanche à 20h sur Twitch, YouTube et Facebook, disponible en balado partout après. Si vous voulez faire partie de l'émission, laissez un petit message vocal. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. C'est un speak pipe. Ça prend 2 secondes. Même si vous l'avez fait dans les années précédentes, on va prendre votre message. Ça peut être un souhait de Noël, un petit salut, quelque chose que vous avez découvert cette année grâce au show ou que vous avez juste découvert de votre côté. N'importe quoi pour vous faire participer à notre show de fin d'année qui est une tradition maintenant depuis plusieurs années, justement. Sinon, on est disponible partout, mais c'est pas de ça que je vais vous parler, c'était plus du Patreon, ce qui garde les lumières allumées. Merci à tous ceux et celles qui donnent au Patreon. En échange, on vous offre un podcast qui s'appelle Bifurcation, auquel Guilla a participé pendant longtemps. Et on vient de faire, Rémi et moi, un enregistrement de les Silent Night, Deadly Night 3 à 5. Je vous lève mon chapeau. C'est plus divertissant qu'on le pense. Donc, c'est pour ceux qui ne le savent pas, c'est une série de slashers qui est plus ou moins liée autour de Noël. Particulièrement le 4, où est-ce que ça a pratiquement pas rapport. Là. C'est des sorcières lesbiennes, puis il y a de la magie, puis c'est du couteau lui. Il y a très peu de Noël, mais c'est quand même très bien fait, mais ce film-là m'a écœuré. Genre, j'ai eu des hauts de cœur pendant. Ouais, les effets spéciaux sont vraiment bien faits. OK, ouais. Cool. Donc, ça, la Cyril est enregistrée. Ils vont être disponibles dans les 3 prochaines semaines, donc il va y avoir du contenu pour les membres Patreon. Donc, c'est pour vous remercier de votre contribution Patreon. On vous donne aussi à l'avance les épisodes de Terre humaine chez Isidore. Et là, il y a un nouvel épisode de Noël chez Isidore qui est sorti la semaine passée, épisode 78, juste à temps pour la période des fêtes. Il va avoir il parle d'un spécial, la cabane de Don Joe, je sais pas quoi. C'est réalisé par le Uncle Stumpcat. Uncle Cracker. C'est le réalisateur de. C'est le gars qui a produit, entre autres, si j'ai bien compris, ou qui a réalisé la soirée canadienne. OK. C'est un genre de spin-off qui se passe dans la cabane du Monon En anglais. Non, c'est en français. OK. C'est en français et ça passait à la télévision québécoise. Qui était le grand-père de Gabrielle Lisa-Collard, la copine de Étienne Forêt avec qui Simon fait le show. Absolument. Donc, c'est un spécial qu'ils ont trouvé. Ils en parlent pendant genre 1 heure. Il y a un nouvel épisode qui est sorti, l'épisode 78. Je vous rappelle que l'épisode 75 ou 76 a été retiré de Spotify parce qu'il y a de la musique de Noël, mais il est disponible partout, sauf sur Spotify. Bon. Donc, si vous voulez l'écouter, il est là. C'est juste qu'on n'a pas oublié de le mettre. Spotify a décidé de l'enlever. C'est bizarre. On vous offre... C'est ça. Vous faites aussi en sorte que Terre Kaiju se fait, des fois, à chaque 3 ans. Oui. Hein? En échange de votre contribution, on vous donne accès aussi au Discord des Mystérieux Étonnants. Il suffit de m'écrire à travers la plateforme. Je vais vous donner un lien. Quand je dis la plateforme, je parle de Patreon. Je vais vous envoyer un lien. Puis c'est comme Internet, mais sans trop de cul. Moi, je suis pas vraiment actif sur les médias sociaux, ça me draine. Mm-hmm. Mais sur Discord, c'est une super de belle communauté. Les gens échangent des articles, on écoute des films. Là, on écoute des films de Noël de ce temps-ci. Puis c'est ça, c'est vraiment une belle gang. J'aime beaucoup Discord. C'est comme Internet a dû être finalement. Donc, c'est ça.
Donc, on est disponible partout, Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet. On est sur ce qui va détruire la démocratie, Facebook, Instagram, X et mystérieuxétonnants.com. On revient dans quelques instants avec la BD de la semaine, Batman Santa Claus Silent Night. Ho ho ho! Vous écoutez les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée de Noël de DC Comics, Batman Santa Claus Silent Night de Jeff Parker et deux artistes, Michel Bandini et Trevor Arisier, pardon. Puis Silent Night avec un K pour faire cool. Oui, cool. Ben, c'est que surtout c'est comme Night dans un chevalier et The Dark Knight et Batman. Là, T'imagines le gars il prend la BD, chut, il a rajouté un K à Night pour être cool. Pour faire médiéval. Tu rajoutes des K. Knight. Silent Knight. Exactement. Étrangement, cette bande dessinée est canon. Donc, elle suit la continuité de DC Comics. Ce n'est pas un genre c'est annoncé un moment donné en bas. Des références à d'autres numéros. Oui. Exactement. On vous rappelle qu'en dernière partie d'émission, si vous n'avez pas lu la bande dessinée, on spoil. Donc, vous pouvez faire pause et revenir. Quoique peut-être vous n'allez pas vouloir l'écouter, la bande dessinée. Puis c'est ça. On va faire donner nos impressions générales. Puis après, on va sauter dans le vif du sujet. On va commencer par toi. Oui, si tu veux bien. J'ai écrit un résumé. Génial. À la veille de Noël, dans les rues de Gotham, des genres de vampires avec une grosse dent en avant attaquent les Gothamois. Le monde que tu demandes qu'est-ce qu'ils font encore à vivre à Gotham. Oui, c'est ça. Oui. Donc, Batman arrive sur place et fait appel à son ami Zatanna pour l'aider à combattre ces monstres, ces Gold, je sais pas. Des pseudo-vampires. C'est ça. Mais c'est plutôt le Père Noël en personne qui va débarquer et remarquer que les crimes portent en quelque sorte les marques de son vieil ami Krampus. Le Krampus. Et de là, on nous explique leur relation entre Krampus et le Père Noël, qui étaient des meilleurs ennemis dans le temps où ils vivaient dans les pays scandinaves, à l'époque où c'était pas que des légendes scandinaves. Dans des années lointaines. Il y avait une relation body cop movie, en fait. Oui, bon cop, bad cop. Krampus fait peur aux enfants et pour s'excuser, Santa Claus leur fabrique des jouets en bois. Cependant, Krampus est de retour, et non pas sous forme de pog, mais complètement animé par une soif de vengeance et va libérer toutes sortes d'entités dangereuses qui devront combattre pas que Batman, mais la Justice League au complet. Ouais, malheureusement. Tout ça en 4 tomes. Ouais, c'est 4 volumes qui créent le premier volume. Il y a un deuxième volume qui est sorti cette année, d'ailleurs. Genre, je sais pas, il y a une genre de pseudo-suite. Ah, OK. C'est reconnu que le Père Noël a déjà fait partie des aventures de DC Comics, de Batman, entre autres choses. Et donc, il y a un lien déjà de connivence quand le Père Noël arrive dans quand même une séquence assez épique où il transperce un dit vampire avec un pieu de bois à l'aide d'une arbalète. Oui. Puis il est sur un de ses serres qui est, à ma foi, immense. C'est Spencer, le gars dans... Non, Panzer. Panzer, OK. Ouais. Père Noël arrive ce soir. C'est qui, ça? C'est Spencer? Qui chantait ça, donc? C'était Martin Deschamps. OK. J'ai vu dans la nuit passer un traîneau. Avec le Père Noël dessus. Fait que c'est ça, ils ont un lien. Là, ils essaient de faire une enquête à savoir pourquoi c'est Krampus, puis est-ce que Krampus est vraiment derrière ça, puis Krampus, comme le dit Guilla, est contrôlé par une entité maléfique ou des entités maléfiques. Oui, ça fait partie des spoils que j'ai pas compris, en fait. Non, moi, c'est un petit peu garoché. Puis, garoché? Ouais. Fait que c'est ça. Mais vas-y donc, toi, est-ce que tu as aimé? J'ai trouvé le début, le premier tome, quand même intéressant. Quand on tombe dans l'histoire du Père Noël de Krampus, qu'on retourne dans ce lore-là. Je trouvais ça cool, tu sais, le design sépia de l'époque était quand même beau. Le Père Noël a de l'air d'un Captain All-Liner un peu là. Ouais, il fait très genre il a l'air une version de manga. Il pourrait avoir une grosse Christie d'épée à la Final Fantasy VII, puis ça serait logique. Là. Ouais, exactement. Mais tu sais, plus tu lis, plus ça s'éparpille. Puis tu sais, moi j'aime mon Batman qui agit soit seul ou avec la Bat Family. Justice League, ça me rejoint pas. Je comprends. J'ai jamais lu ou vu des épisodes. J'ai vu le film Justice League, là, mais tu sais, bon, ça, c'est oubliable. Le film Justice League, ok, je pensais que tu avais vu celui des années 90 avec le Green Lantern qui est bleu. Non. You had one job. Pour vrai, il est bleu.
Mais, tu sais, ça, dès qu'on commence à faire intervenir d'autres super-héros, j'étais comme, j'espère que ça s'en va pas là, et oui. Tome 2 et 3 sur 4, Batman, il est inexistant. Ou presque pas. Ou presque pas, il est là dans... Il fait des interventions à la manière du gars dans Mortal Kombat. Là. Mais tu sais, c'est à peu près ça, là. Il est absent de quelque chose qui porte quand même son nom, là, Batman, Santa Claus. Puis même la Bat Family, fait qu'à un moment donné, ça devient juste des scènes, des pages complètes de ta poche. Superman frappe un démon, Wonder Woman frappe un autre, des femmes ailées. Je pourrais pas nommer les autres parce que je connais pas assez mon DC Universe, là. Toute l'affaire de l'entité, à un moment donné, Superman, là, le gros spoil, là. Il est possédé lui-même par une des entités. Mais Krampus lui fait un câlin de dos, puis il y a des entités qui prennent possession de Superman. Mais normalement, quand ça arrive, la personne se libère de sa propre possession. Mais là, c'est comme la tag, pas tag barbecue, là, mais tag je sais plus quoi, là, tag sida qu'on appelait quand j'étais petit, désolé du terme. Ah non. Mais c'est que tu la transmets et... Oui, j'ai compris. Oui, mais c'est ça. En fait, il s'en débarrasser de 2, il y en avait 3. C'est là où le lore, un peu, faut pas que tu dises dans la diagonale, sinon tu vas manquer l'information. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a eu une espèce de quiproquo entre le Père Noël et Krampus quand il était allié jadis, là, dans l'époque qu'il était des figures bien réelles de la mythologie nordique. Il côtoyait le peuple nordique de cette époque-là. Et donc, le Père Noël, grâce à une pierre magique, a envoyé le Krampus dans une dimension qu'il utilise pour comme emprisonner les créatures maléfiques. Parce qu'à une certaine époque, le Père Noël, on comprend que c'était sa job sur la Terre. Sauf que pris dans cette dimension-là, le Krampus a été possédé par d'autres entités qui l'habitaient et finit par revenir sur Terre à cause d'événements qui se sont produits dans le DC Comics, d'où la fameuse petite Astérix dont tu parlais auparavant. Donc le Krampus est possédé par 3 esprits. C'est ça. Mais si je peux aller sur mon appréciation vraiment rapidos, j'arbore dans ton sens. Moi, pour vrai, quand j'ai lu le premier volume, le premier single du volume, qui en contient 4, j'étais agréablement surpris. J'étais comme, peut-être que cette rencontre-là, finalement, va être bien, elle va pas tomber dans les pièges justement où on rajoute trop de personnages, où on va quand même honorer le passé du Père Noël dans le DCU, puis on va en faire quelque chose de funny, mais en même temps actualisé, parce que c'était violent, mais en même temps, il y avait un genre de beau petit banter. Tous les personnages étaient en train de dire, voyons, c'est vraiment le Père Noël, c'est le Père Noël, puis tout le monde... le Père Noël existe, tu sais, t'as Damien Wayne qui a jamais cru au Père Noël, ou il dit qu'il a jamais cru au Père Noël. Puis il est comme, attends, il existe. Puis le Père Noël est comme, même moi, je crois pas au Père Noël. C'est ça. En tout cas, fait que là, il y a ce côté-là, puis la Bat Family est présente. Fait que ça, OK, ça va être peut-être ces personnages-là. Puis ça va. Ouais. Le premier volume va. Puis ça va tomber dans une espèce d'enquête. Puis Zatanna est là parce que c'est l'espèce d'experte en magie. Fait que je suis OK, good, il y a un lien avec Batman. Bon. Mais à partir du deuxième, là, on ouvre la boîte à tous les autres personnages de DC. Puis c'est là, comme toi, je peux comprendre que t'as pas d'intérêt, parce que je pense que quand t'as ce qu'on appelle des team books ou des livres ou des comic books avec plusieurs personnages, on peut tomber dans le piège, on essaie de donner du temps à chacun, puis des fois ça marche, puis des fois ça marche pas, et dans ce cas-ci, ça ne marche pas. Non. Ça devient une bouillie, un schlock, comme j'aime bien l'appeler, monumental, et la BD perd de son momentum, perd de son petit... Ce qui, moi, je le trouvais intéressant. Ce que je trouvais qui était intéressant, on le perd. Oui. Ben, sa spécificité, tu sais, pourquoi ça, c'est unique, puis ça se perd complètement. Pourquoi tous ces personnages-là débarquent soudainement à Noël? Tu sais, on dirait juste qu'il avait envie de les dessiner. Ouais, on voulait les rajouter pour les rajouter. Oui. Mais ça aurait été vraiment le fun que ce soit juste la Bat Family puis le Père Noël. Ça aurait été en masse. À la limite, à la fin du deuxième single, quand Superman arrive, tu fais comme, OK, oui, tu sais, Superman, j'accepte qu'il soit là. Puis sa réplique qui conclut ce single-là, c'est de dire, mais tu connais le Père Noël, tu me l'as jamais dit. C'est à Batman. Je trouve que c'est un bon gag. C'est un bon gag. C'est un bon... Puis Superman, je sais pas comment ils l'ont dessiné, mais il a toujours l'air d'avoir des espèces de yeux sur le bord de pleurer. Là. Il a toujours l'air d'être un peu... Mais tu vois que c'est ému. ses yeux d'enfant qui ressortent. D'ailleurs, je sais pas c'est lequel des deux artistes, parce qu'il y a 2 artistes. Il y en a un qui est vraiment bon, puis l'autre, je suis désolé, mais il suce. C'est vraiment dégueu. Puis on va utiliser un artiste pour refaire des séquences qui se sont passées dans le passé, justement. Puis c'est là où on a utilisé le moins bon des deux. Il y a tellement un contraste entre les deux styles artistiques que c'en est comme...
Mais non, c'est tout travaillé, plein de détails, puis l'autre... C'est garoché comme un sketch, mais pas maîtrisé. Ouais. Puis c'est celui-là des deux que j'ai pas apprécié, puis ça m'a fait sortir de la BD. Puis au début, c'est ça, il l'utilise pour des séquences de flashback. Mais ça peut marcher à la rigueur, parce qu'on est dans un conte, il faut que ça soit illustré de notre façon. Sauf qu'à un moment donné, l'artiste finit par illustrer des passages qui se passent à notre époque, puis c'est là où on perd du charme de la bande dessinée. Je me souviens dans le premier volume, le premier single, j'arrête pas de dire volume, c'est le même artiste tout le long, et il y a une super belle représentation d'une version de la Batcave sous Gotham, une Batcave auxiliaire, là, avec c'est un genre d'arrivée d'un vieux tramway ou d'un vieux train. Ouais, c'est super travaillé. Une vieille station de métro. Exactement. Puis c'est beau, puis le reste de la BD est belle, toute la façon que les personnages sont représentés, l'espèce de banter qu'ils ont aussi les persos entre eux, ça marche. Ouais. Mais après, la BD se perd, elle s'éparpille, puis elle tombe dans les pièges, malheureusement, que certaines BD de super-héros où t'en as trop tombent, c'est qu'on sait plus où mettre de la tête. Puis il y a beaucoup dans le scénario, il y a beaucoup de « Ah là, on s'est peinturé dans le coin, fait qu'il faut trouver une raison de s'en sortir. » Puis c'est tout le temps genre « Ah, ben tel personnage va faire ça. » Un moment donné, il y a Superman, justement, qui est possédé par deux des entités. Puis t'as Beetle, Blue Beetle, qui est un personnage dont tout le monde se crisse. Oui, Ringo est là. Toi, t'es déçu que ce soit Ringo, mais ils l'ont gardé. J'aurais préféré George. Mais, tu sais, il dit, non, faites-vous-en pas, je peux le maîtriser parce que mon rayon peut lancer de la kryptonite. Parce que son armure peut créer imiter les rayons de kryptonite. Exactement. Puis t'es comme, pourquoi? Tu sais, ça file vraiment genre, on sait qu'on aurait dû aller chercher, tu sais, trouver une raison, c'est la raison simple. Superman est presque mort, puis là, quelqu'un dit « Ouais, ben là, il faudrait que tu le recharges. » Il dit « Non, mais là, j'ai vidé toute ma batterie, là, ça va prendre des heures à recharger. » Puis 2 cases après, Superman, il se relève un petit peu, puis il est comme « Oh non, ben je vais être correct, finalement. » Tu sais, t'es comme... Là, ça vous tente pas d'écrire, là. Mais imagine si toute cette enquête-là, ça serait passé dans le Gotham City de la veille de Noël. Moi, j'aime les films qui se passent la veille de Noël. Ben oui, puis Arkham City, Arkham Knight, je me souviens plus. Là, il y en a un qui se passe durant le temps des fêtes. Oui, c'est Origins. C'est celui qui a été fait par Warner Brothers Montréal. C'est lui qui se passait à Noël, la veille de Noël. Exact. Il y a le cartoon aussi qui est sorti récemment sur Amazon Prime. Ouais, qui est le fun. Qui se passe la veille de Noël. C'est un autre type, c'est un autre style, mais quand même, ça aurait fonctionné. Il y a de quoi il y a une occasion de faire un Gotham gothique, enneigé, avec une histoire d'enquête avec la Bat Family, puis la figure du Père Noël, puis de la magie. Ça aurait été parfait. Mais c'est à partir du 2e single, on ne sent plus Noël. Non, il n'y a plus ça. Noël n'existe plus, puis c'est dans les 3 dernières cases qu'on nous dit « Hey, by the way, c'est vrai, on est la veille de Noël, on va aller manger de la dinde, de la tourtière des Atocas. » Des Atocas? Des Atocas. Tu sais, ça finit tellement en queue de poisson, c'est tellement réglé vite. Tu sais, puis c'est ce qui est frustrant, c'est qu'il y a plein de bonnes idées qui sont amenées. Ouais. Par exemple, Damien va se faire kidnapper par Krampus, il va se faire enfermer dans une cage. Puis comme le conte. Comme le conte. Puis là, il va se dire « Ah, mais Krampus, il est pas capable de tuer un enfant qui a peur. Fait que là, il fait semblant qu'il a peur, il fait semblant de « Je veux mon papa », il fait semblant de pleurer, puis là, Krampus est comme « J'arrive pas, là », puis il y a son entité démoniaque qui est comme « Krampus, la voix de J.M. Bernatchez. Je sais pas. Je peux pas le tuer. Ah non, mais là, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas le tuer, faire. Hey, les enfants vont faire peur. Puis, hey, il vient de charnier. Oh mon Dieu. Mais, tu sais, cette idée-là, si c'était un single complet de il est où Damien, faut qu'on le cherche. Ouais, exact, c'est ça, oui. Puis là, t'as ça, mais c'est juste finalement une page garde où Damien... ça simple, garde ça focus, puis c'était une bonne lancée, puis malheureusement, on se perd. C'est ça. Moi, tu sais, ça sent l'improvisation, ça sent que ça a été écrit au fur et à mesure. Ça feel non maîtrisé. Oui, puis ça feel... On a un deadline impossible, donc on va juste donner quelque chose, justement une bouillie, là, un stew de quelque chose. Oui. J'ai l'impression que, à la manière d'un crossover qui peut être tout le temps soit une proposition vraiment bien exécutée ou une occasion pour faire de la Christie de boîte, ce comic-là avait un peu la même promesse, soit d'aller vraiment dans une histoire qui était unique, puis on utilise Batman, la Bat Family, le Père Noël, puis qu'on en fait de quoi d'un peu étrange, mais intéressant, ou on tombe dans les clichés encore une fois, puis là, ils sont tombés dans les clichés, dans les pièges. C'est un 4 numéros, il y avait beaucoup à livrer en 4 numéros, mais en même temps, chacun des numéros après le premier, c'est juste l'exposition. Oui.
Fait que l'histoire avance très très lentement, que par du flashback, qui est pas vraiment intéressant, dessiné par un artiste qui maîtrise pas vraiment ce qu'il fait ou ce qu'il a fait. Comparativement à l'autre. Comparativement à l'autre qui est excellent, il y a un contraste entre les deux, c'est ça l'affaire. Parce que si c'était juste lui qui avait illustré... J'aurais plus embarqué, je pense. Je pense que j'aurais accepté certaines défaillances de l'histoire. Puis d'ailleurs, c'est cette personne-là qui maîtrise pas le dessin qui dessine les grosses séquences de combat. Ouais. Puis c'est ça. C'est des gros plans sur de la tapoche. Il ne semble pas avoir de chorégraphie. Non, on est perdu. On est perdu totalement. Tandis que quand j'arrête pas de dire le Superman, mais quand le Père Noël arrive dans le premier numéro, tu sens qu'il y a une certaine physicalité aux scènes. Il y a comme quelque chose de réfléchi. Puis bon, il y avait ça. Mais ça, on le perd. Il y a un deuxième numéro qui est sorti cette année, un deuxième volume. Je sais pas, je connais pas la qualité. Est-ce que c'est une suite directe? C'est juste encore avec le Père Noël? I'll know it now. Ouais. C'est drôle parce que quand j'étais en train de le lire puis je t'ai envoyé les versions numériques, j'étais comme oh shit, attends, il reste plus beaucoup de pages. Est-ce que j'ai oublié d'en envoyer un à Guilla? Il doit avoir un 5e ou 6e numéro, ça n'a pas de sens. Ouais, non. Surtout si tu l'as envoyé à Rémi. Non, surtout à Rémi, je sais pas. J'étais comme, il m'a envoyé une bande dessinée! Rémi, il parle pas de même. Rémi, c'est Tiny Tim. Oui. Donc, c'est ça. J'étais, mais mon Dieu, ils peuvent pas finir l'histoire. Il reste juste quelques pages. Puis, non, ils l'ont fini. Ils l'ont juste fait. Ils ont été secourus par Mo. Ça te bug-tu? Puis, j'ai plus d'autres questions, votre honneur. Là, mais la seule question qui me reste, ça te bug-tu dans une bande dessinée DC qui parle de mythologie nordique puis qui nomme Thor puis qui nomme ces personnages-là? OK. Non, parce que Thor était dans la mythologie nordique. Qu'il existe chez Marvel ou pas, ça m'énerve pas. Mais dans la culture dans laquelle on vit, Thor, Non, puis moi, tu sais, c'est le genre de geek que je suis devenu avec les fils. Tu sais, j'ai plein de préoccupations, mais ça, je trouve que c'est tellement pas important que ça m'affecte pas. Tu sais, même quand on joue, tu sais, pour certains geeks, jouer avec la mythologie du personnage, jouer avec l'origine, moi, I don't give a fuck. Genre, vas-y, tu sais, explorer des nouvelles avenues, j'en ai pas de préférence par rapport à ça. Tu sais, j'en lis pas beaucoup là, du comic book américain. Fait que tu sais, quand je lis le nom de Thor, je me dis toujours, mais dans leur univers, est-ce qu'il y a des bandes dessinées de Thor de Marvel? Non, mais les personnages se sont... Tu sais, jadis, quand les deux sociétés qui étaient Marvel Comics puis DC Comics n'étaient pas possédées par des géants de l'entertainment, il y avait des rencontres entre les personnages. Récemment, ils ont sorti un omnibus de rencontres entre les deux. Puis c'est probablement une des dernières fois qu'on aura ça. Puis ça m'étonnerait que les deux, maintenant, fusionnent parce que les papas et les mamans de ces deux sociétés-là, c'est Warner Brothers Discovery et Disney. Ouais. Donc, c'est des opposés, c'est des compétiteurs. Quand c'était du comic book, ça restait entre gens de comic book, puis oui, c'est des compétiteurs, mais ils s'appelaient des comment ils disaient? Des compétiteurs distingués. C'était le terme qu'ils disaient pour... Tu sais, chacun l'autre pour pas... Même Stan Lee a déjà écrit un peu pour DC. Oui, puis c'était vendu de même. Là. C'est genre, hey, le monsieur de la shop en face, il vient nous faire un cadeau. Ben, Stan Lee a fait ce qu'il appelle l'origine de Green Lantern par Stan Lee, par exemple. Ou Green Lantern par Stan Lee. Il y a eu ces rencontres-là. Donc, pour répondre à ta question, c'est un peu bifurqué, mais Thor et Superman se sont rencontrés quelque part. T'sais. Après, est-ce que dans votre tête, c'est canon ou pas? Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, mais ces personnages-là se sont rencontrés. Donc, ils existent potentiellement dans un univers qui risque de se croiser de temps en temps. Je comprends. Fait que c'est ça. Merci, cool. Guilla. Hey, plug donc tes podcasts. Opération Beurre de Cinoche sur les ondes de... Choc.ca. En général, c'est le jeudi 11h, mais tu sais, après ça, c'est disponible en balado. Je fais ça avec Julien Bernatchez. On a souvent des invités qui viennent, des réalisateurs, des réalisatrices, des acteurs, des actrices qui viennent nous parler de leur projet. Fait que c'est un projet bien cool. On a un Patreon aussi où on a un contenu bonus qui s'appelle Le Petit Coin Beurré qu'on fait à chaque semaine. Là, on entre dans un cycle Sergio Leone. Fait que ajustez vos selles de cheval, ça va galoper. Préparez vos crotches. Oui, le premier c'est un péplum. Puis c'était plate, là, le colosse de Rhodes. Ils sont pas tous bons, hein. Ben, un péplum, c'est rarement bon, mais ça, hot take. Non, je suis d'accord avec toi. Même Gladiator, moi, j'ai pas aimé ça. Gladiator 2, c'est terrible. Mais c'est ça. Puis sinon, avec une de mes bonnes amies, Katé, on a notre podcast parallèle à tout ça qui s'appelle Oscar dans ça, où on revisite l'ensemble des films qui ont gagné l'Oscar du meilleur film depuis les tout débuts, en 1927. Où, là? Là, cette semaine, on va regarder Laurence d'Arabie, un gros 4 heures.
Et on est rendu en 1962. Laurence Anyways d'Arabie. Laurence Anyways d'Arabie. Deux films très gays, pour vrai. Oui. Et on a un épisode spécial qui va sortir dans le temps des fêtes où Cathy et moi on va parler de long en large de la carrière de Marilyn Monroe. Ça va être un genre de hors-série d'Oscar dont ça, parce qu'elle a jamais gagné, elle a jamais été nominée aux Oscars. Mais c'est une des figures, sinon la figure la plus importante de l'histoire du cinéma américain. Rendu hommage par Ryan Gosling durant son numéro d'interprétation James Franco, tu veux dire? Non, je parle du numéro de Oscar qu'il a fait de Barbie. Ah, oui. C'était une reprise d'un numéro qu'elle avait fait. Oui, de Gentleman. Est-ce que c'est Gentleman Prefers Blonde ou... Je pense que c'est celle-là. Oui, je pense que c'est celle-là. Ouais. Mais oui, puis James Franco s'est déguisé aussi. Ça, c'était un peu plus malheureux aux Oscars. Tu sais, la fameuse année qui a animé les Oscars, il avait l'air fucking gelé, il avait de l'eau dans les yeux, puis il était avec Anna Hathaway qui se dépatouillait là-dedans, pauvre elle. Ouais. Fait que, c'est ça, on est rendu en 1962, donc... Faites le calcul, 1927, 1962, on a encore beaucoup de routes devant nous. J'allais dire, depuis, les Oscars ont eu aucune crise, il s'est jamais rien passé. On n'a plus besoin de parler de politique. Non, c'est ça. Fait que voilà, c'est ça. Excellent, merci Guilla, merci d'être venu cette semaine. La semaine prochaine, je vous rappelle que c'est Mathieu Niquette de Décideret. On va parler... Pourquoi? Parce que je lui ai demandé, puis il est bon, Niquette, je l'aime bien, j'aime bien discuter avec ce gars-là. J'ai pas d'autre occasion dans la vie de jaser que Niquette, je pense que très rarement. C'est déjà trop. Oh my God, ok, il y a du beef site, là. Oui. Fait que Niquette va être là. On va parler de Deviant, qui est une BD de slasher qui est liée à Noël. Vous allez voir, c'est lié. C'est écrit par James Stallion IV, dont un auteur dont on parle souvent à l'émission, que j'aime bien, qui a un petit studio qui s'appelle Tiny Island. Et on vous rappelle que le 22, dimanche, c'est le spécial de Noël, les Mystères étonnants, à partir de 20h sur toutes nos plateformes. Et laissez un petit message vocal, c'est le temps. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Il n'y a pas d'excuse, ça prend 2 secondes à faire. Puis on se revoit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Ciao. Bye bye. Bye.